L'épisode de cette semaine est commandité par Jus Frais. Vous l'aurez deviné, c'est une compagnie qui offre des jus frais. C'est un service de commande en ligne. Donc, vous commandez vos jus, ils sont faits le soir même et vous sont livrés le lendemain. Philippe, le fondateur de la compagnie, est venu nous porter des jus à l'appart pour qu'on puisse les tester. Puis honnêtement, j'ai été très impressionné par la qualité des jus. Moi, je suis pas un gars qui boit beaucoup de jus dans la vie parce que je trouve que ça goûte souvent chimique, mais là, c'était pas du tout le cas. Gros shout-out au jus de pomme. J'avais l'impression de sortir du verger avec une pomme dans mes mains puis de la mettre dans un blender puis la boire straight up. C'est sûr que j'en recommande. Il y avait même un café froid. Moi, je suis un grand consommateur de café, fait que c'est sûr que j'en recommande. Il était excellent. Il offre un service de livraison à coût stable. Donc, c'est 4 $ si vous êtes dans les environs de Montréal. Sinon, évidemment, si vous sortez des environs de Montréal, c'est selon les taux de Post Canada. Mais dans les 1 jour ouvrables, donc c'est quand même, votre jus est fait la veille que vous le recevez. Ils ont un rabais de 8 $ off sur 60 $ et plus. Donc, vous êtes malgré tout pas obligé d'en commander pour 60 $. Vous pouvez commander juste un jus si vous voulez l'essayer. Il n'y a aucune limite inférieure ni supérieure. Et on a même un code promo pour vous qui est le SF10 lors du checkout de votre première commande pour 10 % de rabais sur votre commande. Donc, allez voir ça sur leur site jusfrais.ca et utilisez le code promo SF10 pour 10 % de rabais. Donc, merci à la gang de chez Jufrais, puis on vous le recommande grandement. L'épisode de cette semaine est également présenté par l'Electronic Recycling Association, ERA, qui est un organisme à but non lucratif axé sur la réutilisation de matériel électronique désuet. Pourquoi réutiliser au lieu de recycler ou de jeter? Ben, c'est simplement qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel informatique qui pourrait très bien bénéficier du matériel dont on ne se sert plus. Pourquoi il y a des gens qui hésitent à donner au prochain avec les matériels électroniques? C'est surtout pour la sécurité des données. Donc, si, mettons, vous voulez donner votre ordinateur, puis vous ne voulez pas que la personne qui le reçoive se ramasse avec des photos de vous et vos chiens, ben, le ERA offre un service d'effacement et de destruction physique des données. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de tout ça. Durant la COVID, ils ont mis en place une campagne pour aider les gens qui se retrouvaient, soit les étudiants ou les travailleurs qui se retrouvaient à devoir faire leurs études ou leur travail de la maison et qui n'avaient pas les moyens d'avoir un équipement adéquat pour faire ça. Et là, pour la rentrée qui s'en vient, ils offrent plusieurs concours pour gagner soit des bourses d'études ou du matériel électronique pour les étudiants. Donc, vous pouvez aller voir plus d'informations sur le era.ca. Si vous voulez en fait planifier une cueillette ou avoir plus d'informations, vous pouvez également les appeler au 1-877-939-2783. On va mettre toutes ces informations-là dans la description du podcast. Donc, si vous avez du matériel chez vous électronique que vous ne vous servez plus et que vous voulez juste carrément pas jeter et que ça serve à quelqu'un qui en a possiblement besoin, allez checker ça au era.ca ou appelez-les au numéro que j'ai mentionné un petit peu plus tôt qui va être écrit dans la description du podcast. Et sur ce, bon podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. On vient tout juste d'enregistrer le Encore moins de filtres. Donc, si vous voulez entendre des conversations exclusives à nos membres Patreon où est-ce qu'on discute du podcast qu'on vient d'enregistrer, dirigez-vous vers Patreon, 3 $ par mois. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif-là et vous avez accès à tous les podcasts aussi en ligne avant même qu'ils sortent sur toutes les autres plateformes. Donc, dirigez-vous vers Patreon, le lien dans la description du podcast. Sinon, Dom, cette semaine, vraiment content de recevoir Jeff Yates, qui est journaliste spécialisé en désinformation et en théorie du complot et tout ce qu'on peut lire de louche sur Internet. Et, il est journaliste à l'émission Les Décrypteurs à Radio-Canada. Il écrit des articles aussi. C'était super intéressant de parler avec lui. On a parlé de plein d'affaires, de ce phénomène-là, des fausses nouvelles en général, des réseaux sociaux, comment ça se propage, quoi faire quand on connaît quelqu'un qui tombe un petit peu là-dedans, quoi faire quand nous-mêmes, on ne sait pas démystifier, départager le vrai du faux. Quelle est la responsabilité des réseaux sociaux là-dedans? On a parlé beaucoup aussi de le mouvement QAnon, qui est un mouvement conspirationniste qui prend beaucoup d'ampleur, qui est assez inquiétant. Fait qu'on a essayé de comprendre ça. Puis, fait que c'était vraiment une super belle conversation avec un gars qui connaît son sujet jusqu'au bout des doigts.
Ouais, c'est important d'écouter la conversation. C'est important de savoir reconnaître les signes avant-coureurs de ce genre de choses-là. Là. Pour vrai, je pense que tu l'as bien dit, inquiétant étant le mot à utiliser. Restez à l'affût, comme dirait Victoria Charlton, gardez l'œil ouvert. Puis, dans le fond, partagez. Là, les commentaires, soyez mollo ces commentaires. Ils risquent d'avoir du monde qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit, qui vont join les commentaires éventuellement. Mais écoutez, on est sur YouTube, c'est la vie. Donc, partagez votre impression de la conversation. Thumbs up, thumbs down. Si vous aimez pas ça, optimalement, pas thumbs down. Laissez faire le thumbs down. Si vous aimez pas ça, faites juste rien dire. Puis, dans le fond, partagez, parlez-en à vos amis. Puis, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Yes. Merci beaucoup d'être là. Hey, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On pourrait commencer par 1 million d'endroits, cette discussion-là. Dans les derniers jours, sachant qu'on allait te recevoir en faisant des recherches, en faisant mes recherches. Vos propres recherches. OK. Chris, j'avais l'impression moi-même de tomber dans une espèce de rabbit hole là, de conspiration. Puis comment est-ce que, quand ça fait partie intégrante de ton métier puis de ce que tu fais, comment tu restes sain d'esprit dans tout ça? On commence avec une super bonne question. Écoute, je te mentirai pas, là, le flot de travail pendant la pandémie, c'était assez intense. Ouais. On a tous dans l'équipe dû prendre des congés, vraiment pour notre bien-être personnel. Tu es exposé constamment à un environnement qui est super anxiogène. Ouais. Les conspirations, ces affaires-là, c'est jamais positif. C'est jamais genre le gouvernement travaille en secret pour vous aider. C'est ça. C'est tout le temps genre il pour travaille vraiment fort pour votre bien. Exactement. C'est vraiment... C'est tout le temps super négatif. C'est tout le temps très dark. Ça vient de l'anxiété des gens aussi. Les gens, quand ils racontent des conspirations, ils expriment une crainte ou une anxiété qu'ils vivent, là, puis cette anxiété-là, elle est vraie, puis ils la communiquent, puis quand tu viens démentir ça, ben là, t'es l'ennemi. On a reçu, pendant la pandémie, 5-6 menaces de mort dans nos courriels. C'était quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Ça fait quasiment 6 ans que je couvre la désinformation. Ouais. Quand tu démentis des choses, les gens sont souvent pas contents que tu les contredis. Ouais. Mais j'avais déjà reçu des messages un peu fâchés. Ça j'étais habitué. Mais le niveau d'agressivité, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Fait que c'est sûr que ça a affecté vraiment tout le monde. Je pense que tous les journalistes en général, ça les a affectés, là, cette pandémie-là. Puis tout le monde dans la population aussi. Ouais. Mais nous, c'est sûr qu'on a eu droit à un concentré. Un concentré de toutes ces choses-là. Juste pour donner une idée, là, avant la pandémie, on recevait 4 ou 5 courriels par jour de gens qui est comme « j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est vrai? » Dans le gros de la pandémie, en avril-mai, c'était du 120-130 par jour. Puis ça n'arrêtait pas. Je me rappelle les 2 premières semaines après le début du confinement, là, le 15 mars à peu près, je regardais ma inbox, puis ça avait juste pas de bon sens. Là. J'allais me faire un café, je revenais, j'avais 30 messages de plus. J'étais comme, ça peut pas continuer de même. Puis, qu'est-ce qui faisait se concentrer là? Est-ce que c'est juste le fait que le monde se questionnait plus sur la situation dans laquelle il vivait? Il était moins sur le pilote automatique, puis il prenait plus le temps d'essayer de... Écoute, c'est vraiment... on a assisté en temps réel à un véritable phénomène de société. Ouais. Il y a des gens qui... il y a bien des observateurs qui s'inquiètent depuis un bout d'un genre d'apocalypse de l'information, une crise qui débarquerait où, d'un jour au lendemain, plus personne ne sait qu'est-ce qui est vrai. Il y a des réalités parallèles qui se créent, puis ça cause la division, ça cause beaucoup de stress dans la société, puis c'est ça qu'on a vu. C'était le scénario, le nightmare scenario, on l'a vu, tu sais. Ouais. Mais tu sais, en partant, ça vient de craintes qui sont tout à fait justifiées, légitimes. Tu sais, toutes nos vies ont été changées du jour au lendemain. Tu sais, moi-même, quand la distanciation sociale a été mise en place, tu sais, j'étais comme, mais là,
comment je vais vivre ma vie chaque jour. Est-ce que je vais pouvoir aller à l'épicerie dans 2 semaines? Est-ce que je vais pouvoir voir ma blonde dans 1 mois? On voyait qu'est-ce qui se passait en France, en Italie. Ce stress-là fait en sorte que les gens sont parfois plus portés à croire un peu n'importe quoi, d'une part. D'une autre part, il y a des gens qui exploitent ça. Donc, tu as des gens qui se disent, ils réalisent qu'il y a un auditoire à aller chercher avec ça. Soit qu'ils sont eux-mêmes convaincus de toutes ces conspirations-là, puis ils réussissent à aller chercher un auditoire avec ça. Ou il y en a qui sont carrément cyniques, je suspecte, puis qui se disent, regarde, ils voient le vent tourner, puis ils décident d'accrocher leur cerf-volant à ça, puis d'aller chercher de l'attraction sur les réseaux sociaux avec ça. Donc, tu sais, dans un contexte où tout le monde se posait des questions, la situation évoluait chaque jour. Tu sais, au début, c'était les masques, c'est pas nécessaire. Là. On est rendu, il faut porter des masques tout le temps quand on est en public. Les symptômes semblent changer. Là, au début, ça affecte pas les enfants. Là, on n'est plus sûr si ça affecte les enfants. Tu sais, une pandémie comme ça, c'est normal que les choses évoluent rapidement. Les scientifiques, d'habitude, ça leur prend des années avant d'étudier un virus. Là, on a tout comprimé ça à l'intérieur de quelques mois. T'sais. Fait que là, les gens entendent des informations complètement contraires, sont complètement perdus là-dedans, puis il y en a qui tombent, comme tu as dit, dans ces rabbit holes-là, puis ça cause un peu comme un effet d'entrain. Donc, tu commences à... moi, je pense que le virus a été créé en laboratoire, disons. Ouais. Tu te mets à chercher de l'information là-dessus, là, tu vas tomber sur une vidéo YouTube qui est comme, c'est pas juste le coronavirus qui a été créé en laboratoire, le sida aussi qui a été créé en laboratoire. Puis tu commences à rentrer là-dedans, puis YouTube est bien trop enclin de te montrer des vidéos qui te rassemblent. C'est ça, qui vont te plaire. Ouais. Facebook va te suggérer des groupes. Tu sais, quand vous feriez l'expérience, là, aller dans des groupes Facebook conspirationnistes, vous allez voir vos recommandations. Ça va être juste ça. Pas juste ça. Ils ont fait le ménage là-dedans. Mais, tu sais, disons que cette machine-là a fait en sorte que les conspirations qui avant rejoignaient des petits groupes de personnes quand même assez hermétiques. Des gangs de tripeux de conspiration sur Reddit, des gangs, des gens qui écoutaient des petites chaînes conspirationnistes sur YouTube, un petit auditoire vraiment de tripeux de conspiration. La pandémie a fait en sorte que ce contenu-là a été montré à beaucoup plus de gens. Oui. Beaucoup plus de gens. C'est ça qui est fou, justement, on dirait ce phénomène-là de fausses nouvelles puis de conspiration. Probablement que quand tu as commencé justement à couvrir ça, là, au Journal Métro dans le temps, j'ai l'impression que c'était vraiment marginal, c'est quasiment une curiosité, c'était quasiment drôle, farfelu, de checker ça. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de drôle là-dedans, c'est réellement inquiétant. Là, vous remarquerez, je regarde des fois, je retourne voir mes premiers billets d'inspecteur viral avec le Journal Métro. C'était vraiment c'était humoristique. Là, c'était écrit sur un ton un peu sarcastique. Je m'en moquais un peu là, de ces phénomènes-là. L'attitude, c'était comme j'en reviens pas que les gens croient à ça. Disons que ça a pris une tournure pas mal plus hardcore depuis quelques années, ça c'est certain. Puis tu sais, un bon exemple, c'est la 5G. Là. Ouais. Ça fait des années, on le sait qu'il y a des gens qui ont certaines réserves envers la 5G, ont peur de ça, disent que ça cause des problèmes de santé quelconque. Là encore, ça existait, on envoyait des petits groupes sur Facebook qui prosélytisaient les conspirations sur la 5G. Puis là, pendant la pandémie, on s'est mis à voir énormément de contenu en rapport avec la 5G. Que la 5G... que le coronavirus, dans le fond, ça n'existait pas, c'était la 5G. C'était des symptômes d'empoisonnement aux ondes 5G. Ouais. Puis, tu sais, j'ai fait l'expérience, je suis allé voir sur Google Trends. Tu mets 5G, il y a un peu de recherche. Le 15 mars, ça explose. Ah ouais. Puis, tu sais, ça aurait été normal si, par exemple, on avait annoncé qu'on étend le 5G partout au Canada ou quelque chose de même. Il n'y avait pas eu d'annonce du genre. C'est juste que l'algorithme, en une journée, a rendu viral quelque chose qui n'était pas... c'est ça. Tu regardais les recherches associées à la 5G, c'était pas... c'était pas comme 5G New Telephone. Ouais, ou genre, c'était genre 5G, à quelle vitesse je vais pouvoir downloader les chansons. C'est ça. C'est ça. Fait que les recherches, c'était 5G COVID, 5G coronavirus.
coronavirus. T'sais. Fait qu'on savait qu'il y avait une association qui s'est créée. C'est comme je disais tantôt, il y a des gens avec des craintes tout à fait légitimes sur la pandémie qui sont partis à la recherche d'informations parce qu'ils ne savaient pas trop quoi croire, puis ils ont été exposés à du contenu en lien avec la 5G. Puis le genre de... C'est les réseaux sociaux qui ont créé cette connexion-là chez les gens. Ça a facilité l'accès à ce contenu-là. Mais tu vois, cette recherche-là, Google, je l'ai probablement fait moi aussi pour essayer de comprendre c'était quoi les arguments ou c'était quoi toute la fausse nouvelle, toutes les informations qui autour de ça, tu sais, fait que je sais pas si toutes les recherches c'était des gens qui croient complètement, mais c'est quand même, tu vas lire ça, tu vas peut-être avoir des gens qui vont avoir hey, mais c'est pas fou, il y a un petit doute là. Non, puis... c'est sûr qu'il y avait des gens qui légitimement se posaient des questions, tu sais, j'ai vu ça vient d'où ça? Mais ça montre que ça a créé un véritable phénomène de société, mais tu sais, personne ou presque, avant le 15 mars, posait une question à savoir est-ce que la 5G cause des symptômes qui ont de l'air de la grippe ou des choses comme ça. Donc, même si c'est... C'était même pas dans le champ d'entendement d'une possibilité. Là, pas vraiment, c'est ça. Donc, le fait qu'il y a probablement des gens là-dedans qui recherchaient des arguments pour contredire leur mononcle un peu weird. Mais juste le fait qu'ils aillent à le faire, qu'ils se posent la question puis qu'ils cherchent un peu à savoir d'où ça vient, ça prouve que cette théorie-là en particulier, qui est quelque chose qui était vraiment marginal, là, les théories 5G, ça atteint un auditoire absolument immense. Là. On a vu des vidéos sur YouTube avec des centaines de milliers de vues. Là. Ouais, tout le monde a entendu parler. Il y a des gens qui ont mis des feux à des tours de 5G. Ouais, c'est ça, en plus, pas juste ici, en Angleterre aussi. C'est vraiment c'est une idée qui s'est comme mise à propager sur les réseaux sociaux, qu'il y avait une association entre la 5G et le coronavirus. Voilà, ça. Je la comprends toujours pas, là, mais... Est-ce que dans une situation comme ou dans un climat politique actuel où est-ce que la personne la plus puissante au monde fait appel aux fake news puis répète sans arrêt que les médias doivent pas être écoutés puis que les nouvelles sont pas légitimes, est-ce que ça a contribué à cet effet de cette mouvance-là vers les théories plus alternatives? C'est une bonne question. J'imagine qu'il va y avoir plein d'études là-dessus, des études historiques, psychologiques, etc. Je pense que c'est un peu la question de la poule puis l'œuf. De contredire les médias puis d'aller chercher un certain pouvoir en contredisant les médias, il faut qu'il y ait une certaine méfiance là. Tu vas pas tu vas pas aller dans une population qui fait super confiance aux médias puis dire faites-leur plus confiance du jour au lendemain. C'est qu'il y a eu un effritement de ce côté-là. Il y a tellement de raisons. Je veux dire, il n'y a aucune façon simple d'expliquer ça. Oui, le web est là-dedans. Les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. La façon de faire des médias aussi. Le cycle de nouvelles à 24 heures à la seconde près sur Twitter, c'est sûr que ça y est pour quelque chose. Les journalistes travaillent plus vite. Il y a plus d'erreurs, des choses comme ça. Les baisses de budget dans les journaux qui fait qu'il y a moins de journalistes pour faire le même travail. Fait que c'est... Est-ce que un a causé l'autre? Je dirais que c'est plus une interaction entre ces deux facteurs-là. Reste que c'est une source de pouvoir pour certaines personnes. La poche de gens qui ont complètement abandonné les médias traditionnels, puis pas juste les médias, mais toutes les institutions, là, font plus confiance aux scientifiques, font plus confiance au gouvernement, font plus confiance au système de santé, font plus confiance aux banques. Ces gens-là trouvent des solutions de rechange sur le web, puis ça crée un auditoire que tu peux aller chercher si tu as certains discours. Fait que, c'est comme un peu comme une ressource à exploiter pour certaines personnes. C'est, j'ai un paquet de gens, peut-être disons 30% de la population qui est vraiment mécontent. Il y a un auditoire à aller chercher, il y a du pouvoir à aller chercher, il y a de l'argent à aller chercher là-dedans. Donc, malheureusement, il y en a qui jouent cyniquement là-dessus. Mais pour parler du président des États-Unis, en tout cas, depuis qu'il est là, il fait tout pour continuer d'alimenter ce clivage-là. Je veux dire, le terme fake news a été pratiquement inventé, là, copyright Donald Trump. Là, en fait, c'est drôle parce que la personne qui a popularisé le terme fake news, Craig Silverman, qui est maintenant éditeur à BuzzFeed, un des parrains de l'étude journalistique du phénomène des fausses nouvelles. Moi, le premier article que j'ai fait sur les fausses nouvelles, j'ai parlé à Craig. C'est lui qui m'a quasiment donné l'idée de faire ce blog-là. C'est en grande partie à cause de lui qu'on a l'expression fake news. Ça date de quand, ça? Ça, c'était en 2016, juste avant l'élection. Quelques semaines avant l'élection, il avait sorti la première grosse histoire sur
regardez les publications qui fonctionnent le plus sur Facebook, là, ben, dans le top 10, t'en as 5 qui viennent qui viennent de l'Europe de l'Est, qui viennent du Kosovo ou qui viennent de la Macédoine, dans un petit village qui s'appelle Veles en Macédoine. Des histoires complètement inventées. Fait que c'est lui qui a comme... Ça avait une définition très précise, là. C'était des histoires inventées qu'on publiait sur les réseaux sociaux pour aller chercher des clics puis des partages. Ouais. C'était une exploitation de la crédulité humaine. Ça a été beaucoup utilisé pour critiquer la victoire du président Trump. On a attribué souvent ça aux fausses nouvelles. Je pense que c'est un peu exagéré là, de dire que les fausses nouvelles ont porté Donald Trump au pouvoir. C'est vraiment une vision très simpliste de la chose. Là. C'est un élément parmi plein, comme tu disais. C'est ça. Mais reste que c'est un phénomène qui est réel encore aujourd'hui, mais ça a été détourné de son sens. Et ça, lui-même s'est approprié l'expression pour critiquer des médias qui sont établis. T'sais. Exactement. Et moi, ce qui me fait incroyablement peur, justement, tu disais qu'il y a une frange de la population qui ne croit plus en aucune institution, que ce soit la science, les gouvernements, les médias, tout ça. Puis c'est encore minoritaire, mais il suffit que le mouvement gagne tellement de popularité, tellement de membres sur les réseaux sociaux que si à un moment donné, il y a un renversement, là, c'est tout fou le camp. Là. Quand la démocratie et les gouvernements existent à cause qu'on décide communément d'y croire, mais s'il y a une majorité des gens qui y croient plus, 75% des gens croient que le gouvernement est corrompu ou croient que tout s'effondre, tout le système dans lequel on vit s'effondre. Oui, mais en fait, je veux pas faire paniquer les gens non plus. Là. Mais c'est là qu'on s'en va. Non, sans dire que c'est là qu'on s'en va, c'est ça, l'essence d'une révolution, c'est quand les gens cessent de faire confiance aux institutions puis décident que on pourrait les remplacer avec quelque chose qui fonctionne. Je sais pas où est-ce que ça s'en va très franchement, mais tu sais, le web puis l'architecture des réseaux sociaux fait en sorte que les gens qui sont pas contents des institutions peuvent développer puis trouver des solutions de rechange sur le web. Fait que, par exemple, les gens font plus confiance aux banques, ils s'investissent dans Bitcoin, ces choses de même. Là, ils font plus confiance au système de santé, on va trouver des médecines alternatives, on va consulter des chaînes YouTube qui nous racontent toutes sortes de médicaments. Fait plus confiance aux médias, c'est pas grave parce que n'importe qui peut partir un blog aujourd'hui, puis avec un peu de savoir-faire sur les réseaux sociaux, atteindre bien des gens. Mais même que de nos jours, surtout en ce temps de pandémie, c'est même plus des publications qui sortent de l'information. Souvent, c'est des gens très réguliers. Là, ils écrivent sur un statut Facebook. Ma cousine, elle connaît une infirmière qui dit que ta, puis là, ça se propage à des milliers de reprises. Fait que, tu sais, c'était un peu des buts du web, c'était la démocratisation extrême, la liberté d'expression extrême, que tout le monde a accès également à l'information, que ce soit pas juste les universitaires qui ont accès à l'information ou qui contrôlent l'information, que les médias n'ont plus le contrôle sur l'information, que tout le monde a le droit d'avoir accès à l'information, puis de connecter des gens ensemble qui ont des objectifs communs. C'était ça le but du web fondamentalement. En un certain sens, ça a réussi, mais je pense que les conséquences négatives n'ont peut-être pas été, ont pas été anticipées. Puis, c'est ça. On vit avec les conséquences de ça. Le web qui, à la base, était un peu conçu comme un Far Web, puis que c'était vu... Far West. Puis que c'était vu comme une bonne chose. Ça a été une bonne chose pour plein de différentes raisons. Là. Mais en même temps, ça permet à des gens de s'organiser puis faire des choses qui sont pas tout à fait, à mon sens, bonnes. Ben oui. Puis, tu sais, les théories du complot, je me rappelle, là, début 2010, là, tu sais, tu pouvais trouver une vidéo sur YouTube qui parlait de comment les pyramides auraient été faites par des extraterrestres, tu sais, des trucs qui n'avaient pas d'incidence sur notre vie présentement. Tu sais, que les extraterrestres avaient fait les pyramides parce qu'ils avaient trouvé des objets qui étaient... Tu sais, c'est un peu chien pour les Égyptiens, on s'entend. C'est un peu chien pour les milliers, en fait, les dizaines de milliers d'esclaves morts pour les ériger. Là. Ça, c'est sûr que c'est chien pour eux autres. Mais tu sais, ça n'a pas d'incidence sur nous en ce moment. Alors que là, les théories du complot actuelles, puis surtout liées à la COVID, tu sais, je lisais sur le site des décrypteurs, tu sais, l'article qui regroupait tous les théories du complot par rapport à la COVID. Ouais. Puis faut que tu scrolles longtemps
en tabarnak pour te rendre jusqu'en bas. Là. Je pense qu'on en a fait une centaine. Puis je les voyais passer, puis là, j'en voyais une, puis là, je faisais, OK, celle-là, je l'ai vu passer, celle-là, je l'ai vu passer, celle-là, je l'ai vu passer, celle-là, je l'ai vu passer. Puis à peu près 75% de toutes les théories qui sont là, je les ai vues passer sur mon feed d'actualité, là, par des proches, par du monde qui partage ça, par des amis éloignés, Puis ces théories-là, on est loin des pyramides d'Égypte, là. Non. On est dans le quotidien, là. On est dans le day-to-day, on est dans la pandémie qui nous arrive en ce moment. Ouais. Puis ça, c'est ultra inquiétant. C'est fou. Tout à fait. Tu te rappelles, je sais pas, peut-être que vous êtes un peu trop jeune pour ça, mais le film Conspiracy Theory avec Mel Gibson dans les années 90. Bon, Mel Gibson jouait un conspirationniste, puis là, genre, il était convaincu que la CIA le contrôlait, puis puis finalement, tu te rends compte que c'est vrai. C'est ça. Mais tu sais, c'était un peu le stéréotype du conspirationniste jusqu'à très récemment. Tu sais, c'était le dude dans son sous-sol qui essaie de décoder des documents qu'il a downloadés d'un site web de la CIA ou quelque chose de même. Qui fait des connexions, des choses qui n'ont pas nécessairement de connexion. C'est un peu ça le stéréotype. Puis cette pandémie-là fait mentir ce stéréotype-là. Ouais. Donc là, tu vois des gens tout à fait ordinaires. Puis une chose que je constate, j'ai pas de données scientifiques là, pour appuyer ce que je vous dis. C'est un constat. Le constat que j'ai, c'est quand même un constat informé parce qu'on a reçu au bas mot, là, je pense, 4 ou 5 000 courriels pendant la pandémie. Puis on voit qui nous envoie les courriels. Puis on voit le genre de gens qui partagent les réseaux sociaux. La plus grosse croissance dans les théories de la conspiration, en tout cas en lien avec la COVID-19, c'est les femmes, les mères de famille. Donc, des gens qui... Le stéréotype qu'on a des conspirationnistes, c'est souvent pas genre une madame avec 3 enfants qui... c'est le comic book guy dans les Simpsons. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il y a une très grosse croissance dans cette population-là. Là. Puis on en reçoit des messages de madame qui sont comme « Pensez à vos enfants, là, vous mentez à la population. » C'est des gens inquiets, tu sais, qui s'inquiètent pour leurs proches, pour leurs enfants, Ben, pour leur famille. S'inquiéter de ses enfants, c'est l'affaire la plus humaine. Tu sais. Puis ces personnes-là, malheureusement, sont tombées dans des spirales de désinformation. Ils ont consulté de l'information qui n'est pas bonne. Puis ils se ramassent pris là-dedans. Puis c'est ça qui est plate, c'est que tu vois que ça les gruge, vraiment. Là. Tu sais, ces gens-là pensent que tout ce qu'on vit en ce moment, tu sais, le chamboulement des vies de tout le monde, l'économie qui pète, c'est tout orchestré. Tu sais. Me semble que quand tu vis avec ça jour après jour, ça vient te chercher. Tu sais, moi, je fais juste consulter du contenu comme ça, puis ça me cause du stress. Jour après jour, je suis comme... ils croient vraiment. Sérieusement, je veux dire, ça doit pas aller bien là, quand tu crois ces choses-là. Non, ça c'est sûr. C'était le film avec Mel Gibson, mais c'est le même principe que La Matrice. Tu as tous les gens qui se rendent pas compte qu'ils vivent dans une illusion, puis tu as les quelques personnes qui ont accès là, à un autre niveau. Puis c'est comme l'allégorie de la caverne, mais c'est drôle parce que justement, c'est comme si ces gens-là croient qu'ils sont sortis de la caverne, puis là, ils voient la vérité. Ils sont juste plus profonds encore que tout le monde, mais c'est extrêmement difficile, en vrai, de reconnaître ça, dans quel sens, t'es-tu un éveillé ou t'es encore plus dans le champ là, que le reste de la population? C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose que je constate. Le mouvement conspirationniste, en ce moment, est vraiment influencé par la culture des années 90. Donc, Matrix, 1999, Fight Club, 1999. Il y a beaucoup de Fight Club dans ce qu'on entend. Là. Le film JFK, avec Kevin Costner, je pense que c'était 91, 92, dans ces coins-là. Truman Show. Ça a été... Truman Show, en un certain sens aussi. C'est un peu ça. Ouais, puis t'es la seule personne autour de toi. Ben, tu sais, vous êtes des Truman Show, c'est une conspiration. C'est insane. Carrément, tu sais. Puis il y en a pour qui... On dirait que c'est ça, là, tu sais. On avait fait un podcast avec Olivier Bernard, le pharmacien, il n'y a pas longtemps, puis tu sais, le monde commente, vous faites aussi partie du complot, vous êtes à la solde du gouvernement, genre... C'est comme si tout le monde est payé par le gouvernement, sauf je vous le garantis, on n'a aucun fonds gouvernementaux pour faire notre podcast. Seulement dans la vie. Ben, tu sais, c'est ça. Payez-moi, je serais content. mais honnêtement, c'est vraiment une observation qui est très importante à faire pour vrai, là, parce que quand tu comprends ces éléments-là de la culture populaire des années 90, tu comprends le mouvement conspirationniste actuel. X-Files aussi, des années 90, ça a popularisé des théories du complot comme ça se peut pas. J'étais un gros fan d'X-Files, il n'y a pas de problème avec ça. Même l'imagerie du alien, ça vient des X-Files. C'est ça. Puis tu sais,
l'imagerie de The Matrix, on le voit, là, tu sais, dans The Matrix, t'as les agents qui sont genre... Quand quelqu'un essaie de se dépluguer de la matrice, les agents, ils viennent puis ils tirent une balle dans la tête. Mais tu sais, les gens ont comme l'impression que c'est ça que moi, je suis, là. Je suis un agent qui fait juste propager la matrice dans laquelle les gens se trouvent. Là. Puis moi, je suis là juste pour patcher les trous dans la matrice, tu sais. Mais pour vrai, tu sais... Agent Yates. ça a l'air fou de dire ça qu'un film peut avoir autant d'influence, là, mais... La culture populaire, ça change énormément la mentalité des gens. Là. On le sait tous que ce sont des films ou des romans ou des BD, mais ça affecte la façon dont on voit le monde. Là. C'est pour ça que les œuvres artistiques, c'est... toutes les œuvres artistiques, ça a souvent un gros impact de toutes sortes, toutes ces formes. Quand le film, par exemple, 12 Years a Slave est sorti, il y a bien du monde qui ont fait c'était basé sur des faits historiques, là, mais la culture populaire, souvent, ça va atteindre les gens plus que des documentaires ou des livres historiques ou malheureusement des recherches historiques ou des choses comme ça. Quand ils le voient dans un contexte d'un film, ça vient les chercher émotionnellement. L'émotion, c'est très fort dans la façon dont on voit le monde. Tu sais, la base de Watchmen, là, où est-ce que l'objectif principal du gars, c'est d'anéantir une partie de la population, tu sais. Il y avait, dans les théories sur la COVID, le fait que Bill Gates avait créé la COVID pour réduire la population. Là. Contrer la surpopulation. C'est comme un super méchant, là. Mais tu sais, le méchant dans Watchmen, il créait une crise mondiale, une invasion des extraterrestres pour que la Terre s'unisse ensemble. Pas ça que ça a fait avec la COVID. Non, pas pantoute, effectivement. Ça a eu l'effet contraire. C'est comme, est-ce que son plan Ozymandias dans The Watchmen aurait vraiment fonctionné? Je pense qu'il aurait fait une invasion d'extraterrestres. Un tiers de la population aurait dit non, c'est pas vrai. On dirait qu'on s'est unis pour nous. On dirait qu'on s'est unis pendant 15 minutes là, au début. Là. Il y a comme un mouvement de solidarité, puis on se tient. Puis vraiment, au moment qu'il y a eu la plus grande cassure, c'est le masque. Quand il a imposé le port du masque à l'intérieur, puis je comprends même pas pourquoi c'est ça qui a fait briser l'élastique, parce que c'est pas la mesure la plus draconienne depuis le confinement. T'sais, juste le fait de se confiner presque totalement, c'est pas mal plus extrême que maintenant, quand tu vas dans quelque part à l'intérieur, tu mets ton masque. Puis c'est ça qui a été comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une bonne question. C'est vrai, en fait, que c'est ça qui a donné lieu à des manifestations, beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est arrivé justement après 2-3 mois de confinement que les gens étaient déjà écœurés d'être confinés, puis là, on vient leur rajouter ça? Est-ce que c'est en revanche parce que c'est quelque chose de physique? Rester chez soi, c'est peut-être moins agressant que mettre vraiment quelque chose sur le visage. Il y a quelque chose que bien des gens n'aiment pas. Mais franchement, moi, c'est incompréhensible, cette histoire. On en parle souvent, Dom. Puis moi, des fois, on est en char, on conduit pour venir faire un podcast, puis on prend des mesures sanitaires ici au studio, puis on met nos masques, puis je me sens pas du tout restreint de quoi que ce soit dans ma liberté. On peut aller prendre un verre dans un bar, tu mets ton masque, tu l'enlèves assis. C'est comme, c'est tellement pas... Puis, c'est tellement pas grave, là. L'argument, c'est on veut museler la population. Non. Je me sens pas muselé le moins du monde. Là. Puis je comprends, mettons, quelqu'un qui devrait travailler avec son masque là, 8 heures par jour, je comprends que c'est plate, même c'est très désagréable. En fin de semaine, on était avec un chirurgien qui était sur notre équipe universitaire. Le gars, il fait des opérations qui durent des dizaines d'heures. Puis il a son masque. Puis il dit pas un mot. Ça, c'est un peu ça, je l'ai pas vu venir, là, pour de vrai. Je peux comprendre que les gens remettent en question le virus. Les gens peuvent pas examiner un virus eux-mêmes. On n'a pas des kits de microbiologie à la maison. Il faut des années d'études pour comprendre la microbiologie en partant. Puis, deuxièmement, on peut pas le voir. De se dire, les symptômes, ça tue pas tant de gens que ça, disons. On peut pas aller compter nous-mêmes chacun des décès. Il faut qu'on se fie aux statistiques du gouvernement. Je peux comprendre qu'en quelque part, on doit s'en remettre à des autorités. Puis, si tu fais pas confiance à ces autorités-là, tu fais pas confiance aux informations qui en proviennent. Mais le masque, c'est quelque chose que tu peux observer toi-même. Je veux dire, moi, je suis allé au Japon, là, tout le monde en porte dans les transports en commun. Justement, les chirurgiens en portent pendant des heures, les dentistes, les menuisiers. Il y a plein de monde qui porte des masques à chaque jour. Même en ce moment, là, ça fait quoi, 1 mois et demi que tout le monde porte des masques quand ils sortent de chez eux.
est-ce qu'on a vu une grosse vague de gens qui sont décédés à cause des masques? Ben non, c'est non. ça. Exact. Tu peux constater toi-même là, que c'est pas dangereux de porter un masque. Puis quand même, on remet ça en question. C'est vraiment, on est vraiment dans l'univers parallèle. Là. Donc, c'est ça qui est freakant un peu avec cet exemple-là particulier. C'est parce que c'est quelque chose que tu peux observer toi-même. Pour revenir juste un petit peu à quelque chose qu'on avait dit un petit peu plus tôt dans la conversation, j'ai vu un tweet, je ne me rappelle plus c'est qui l'a partagé, qui disait que, dans le fond, en ce moment, on assiste à la science. Puis ce que tu disais tout à l'heure, que des scientifiques, avant d'en arriver à un consensus sur un virus, ils font plusieurs études. Puis nous, ce qu'on reçoit à la fin de tout ça, c'est le résultat de la démarche scientifique. Mais la démarche scientifique, c'est rempli de 2 pas d'avant pour un pas de recul, pour, tu sais, d'essais-erreurs, de choses que tu apprends puis que tu améliores la technique. Puis j'ai l'impression que là, mettons, le monde entend, v'là 4 mois, le docteur Arruda dire « Hey, là, le masque, c'est pas nécessairement ça la priorité actuellement. » Puis là, après ça, 4 mois plus tard, de dire « Hey, là, tout le monde, on porte un masque parce que, comme on dirait The Big Lebowski, new shit has come to light. » C'est comme, on a appris des nouvelles affaires dans la démarche scientifique qui nous amène à dire ça. Fait qu'on est en train d'assister à la science, mais j'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui est prêt à accepter que c'est ça la science. T'sais. C'est tout le temps le danger. Puis ça, c'est quelque chose, le rapport trouble entre l'actualité et la science, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps. Les médias font une mauvaise job à couvrir la science généralement. Parce qu'on traite, tu sais, je blâme personne, là, mais on traite la science comme si c'était un sujet d'actualité. Donc, une nouvelle étude dit que le chocolat noir fait perdre du poids. Puis là, le lendemain, une nouvelle étude dit que le chocolat noir, finalement, ça fait pas perdre de poids. Puis le constat pour la personne normale, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Comme tu as dit, la science, c'est un processus qui, des fois, mène à des cul-de-sac. Des fois, il y a des choses, il y a des nouvelles études qui contredisent ceux d'avant. C'est un processus continu. C'est pas quelque chose qui est définitif le jour même. Là. Puis c'est ça, c'est exactement, on est en train d'assister à une étude scientifique, une vaste étude scientifique en temps réel. Là. On est tous des sujets de laboratoire d'une étude non seulement de virologie, mais d'épidémiologie. Puis, comme de fait, il y a des prévisions, des prédictions qui aboutissent pas. Il y a des mesures de santé publique, peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Puis, tu sais, les mesures de santé publique ont été critiquées par des scientifiques, par des épidémiologistes. Il y en a du monde, dès le début, qui disaient « Portez des masques tout de suite! » Écoutez, c'est le problème. Ce qui est désolant là-dedans, c'est que l'image qui en ressort pour beaucoup de gens, c'est que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. T'sais. Alors qu'on en sait plus sur le virus-là qu'il y a 4 mois. Exact. Mais on ressort des infos d'il y a 4 mois comme argument, comme contre-argument à ce qui est dit aujourd'hui. Ça ne fait pas de sens. Puis, juste la tournure que tu as utilisée, en te l'entendant dire à voix haute, ça m'a fait réaliser comment certaines personnes peuvent se sentir pris ou prises dans cette histoire-là. Quand tu as dit on est tous des sujets vivants d'une étude scientifique ongoing, tu sais. Fait que le moindrement que tu es dans... que tu as... je sais pas comment qualifier ça, un trouble une faiblesse, mettons, mentale ou dans ta personnalité, puis que là, tu te sens pris dans ce qu'on parle depuis tantôt, la matrice, l'espèce de sentiment que tu es un rat de laboratoire, que là, ils veulent te contrôler pour mettre des micropuces ou whatever, la raison, au final, probablement que ça contribue aussi à ce sentiment-là. Moi, pour de vrai, j'ai de l'empathie pour les gens qui tombent là-dedans. Là. C'est pas de leur faute. Il y a bien des gens qui ont des craintes tout à fait légitimes. Le problème, c'est qu'ils sont allés chercher des mauvaises sources d'informations puis qu'ils sont tombés là-dedans. Mais c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas... J'aime pas trop ça. Il y a un peu un mouvement de backlash contre les conspirationnistes en ce moment sur les réseaux sociaux, puis on les traite d'idiots, puis de caves, puis etc. Probablement, c'est pas productif, parce que quand tu dis à quelqu'un qui est cave puis c'est un idiot, il va pas t'écouter. Là. Non, tu marginalises encore plus les gens qui ont besoin de conversation. Mais c'est ça, ça vient de quelque chose de sincère. Tu sais, quand les gens partagent la désinformation, c'est qu'ils expriment quelque chose. Quand on partage l'information sur les réseaux sociaux, c'est pas pour informer nos amis, c'est pour montrer notre point de vue sur le monde. Les réseaux sociaux, ça sert à créer notre identité sur le web. Quand je partage un article
du Devoir ou du Journal de Montréal, je le partage parce que ça dit quelque chose sur moi plutôt que sur la société. Quand tu partages un quiz qui dit quel genre de fruit est-ce que t'es, ça veut dire que moi, je suis vraiment plus banane qu'ananas. C'est ça. mais c'est ça, tu sais. Ouais. Puis quand je pense qu'il faut écouter les gens plutôt que d'écouter leur discours, tu sais, qui disent on n'est pas dans la matrice, nan. Écoute lis entre les lignes, le sous-texte. C'est j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai peur pour mes enfants. Peut-être que j'ai perdu ma job, peut-être que mon couple s'est détruit parce que le stress de la COVID puis le confinement avec les enfants, ça va. Tu sais, il y a tellement de choses là-dedans là, que nous, tout ce qu'on voit, c'est le produit final, la personne qui partage la conspiration mais ça vient de quelque part qui est authentique. Ça. C'est vraiment, il y a des inquiétudes là-dedans. Tu sais, je parlais à des folkloristes l'année dernière dans le cadre d'un article, puis les folkloristes, eux autres, les fausses nouvelles sont comme ça fait des milliers d'années que ça existe. Nouveau, puis c'est ça qu'ils expliquaient, c'est que le folklore, les autres considèrent les fausses nouvelles comme une forme de folklore, c'est pas précis pour ce qui se passe factuellement dans la société, mais c'est ultra précis pour savoir les peurs dans une société, les inquiétudes. Tous les éléments folkloriques, souvent, là, c'est des monstres. Mais c'est en référence à des stress que les gens vivent. Tu regardes le folklore dans le temps, par exemple, dans l'Empire romain, il disait que les chrétiens buvaient le sang des enfants. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils étaient déstabilisés par cette nouvelle religion-là qui venait de débarquer dans l'Empire romain, puis ils sentaient que ça allait peut-être changer la composition de leur société. Puis la meilleure manière d'exprimer leur peur de ça, c'est de dire, ben, c'est tous des fous qui tuent des enfants puis qui boivent le sang. T'sais. Fait que, oui, l'affirmation en tant que telle, elle n'est pas vraie, mais ce qui est sous-jacent à ça, ça parle vraiment pour vrai. Puis quand tu regardes les conspirations qui sont déployées par rapport à la COVID-19 puis à la pandémie, il y a une certaine vérité en dessous de ça, ce qui est, les gens expriment leurs inquiétudes très, très profondes par rapport à ce qui se passe. Puis tu sais, en même temps, tu peux pas en vouloir des conspirations, des vraies conspirations, il y en a eu, là, je veux dire, Watergate, c'est une conspiration, là, puis des gouvernements, puis des médias. Tu veux dire, en Allemagne nazie, les gens étaient brainwashés là, par la propagande, puis tout ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire. Est-ce que c'est impossible que ça réarrive? Non. Que les gens qui sont ultra aux aguets par rapport à ça, puis qui le voient même quand que c'est pas le cas, finalement, tu sais. Mais justement, tu sais, puis quoi faire avec ces personnes-là dans notre entourage? Tu sais, moi, j'ai été coupable de désabonner, tu sais, des gens qui non, cette personne-là, je l'enlève de ma liste d'amis, puis même de commenter en dessous d'une publication, hey, t'es dans le champ, tu sais. Puis, tu sais, c'est clairement pas la bonne chose à faire parce que, premièrement, commenter en dessous, ça va juste. C'est plus une tentative d'humilier une personne que vraiment d'essayer de la faire changer d'idée. Là. Si tu veux avoir un dialogue, écris-le en privé, tu sais, peut-être. Tout à fait. Puis après ça, justement, c'est clairement des gens qui sont victimes d'isolement puis qui souffrent d'isolement, tu sais. Donc, après ça, si toi, tu étais la seule personne dans son Facebook qui partageait pas ce genre d'idée-là, puis tu l'enlèves de ta liste d'amis, bien, cette personne-là est irrécupérable. Puis en fait, c'est encore pire parce que ces gens-là, souvent, vont recevoir une réaction négative. Parce que la plupart des gens ne sont pas conspirationnistes. Oui, c'est ça. Il y a un haut pourcentage, mais ça reste la minorité. On le voit beaucoup parce que ces gens-là parlent très fort. C'est eux qui vont écrire 15 commentaires en dessous d'une publication Facebook. Il faut aussi pas tous mettre... C'est pas parce que, mettons, tu questionnes le port du masque que tu penses que Hillary Clinton boit du sang d'enfant pour devenir immortel. Non, c'est ça. C'est pas toute la même affaire. C'est ça. Mais c'est un bon point, par contre. Il faut essayer de pas les isoler encore plus. Parce que, tu sais, ces gens-là, souvent, ils vont poster quelque chose d'un peu weird sur leur page Facebook. Ils se font niaiser par tout le monde. Ils se font defriender par bien des gens. Ben, le message qui en ressort, c'est eux, c'est pas mes vrais amis, mais les gens dans mon groupe Facebook conspirationniste, c'est mes vrais amis. Fait que qu'est-ce que la personne fait? Elle s'enfonce encore plus là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que écrire des commentaires en dessous d'une publication, souvent les gens vont se braquer parce qu'ils sont comme exposés en public. Ils veulent pas perdre la face devant tout le monde. Peut-être des messages privés, c'est peut-être plus productif. Puis de pas accuser non plus. Là, parce que quand tu accuses quelqu'un, tu dis, t'es niaiseux, ce que tu as partagé, c'est complètement stupide. Va pas t'écouter. On va pas t'écouter. C'est la même chose si nous, on se fait dire ça. Moi, j'en reçois pas mal des courriels de gens qui disent t'es juste un pourri, tu veux juste mentir à tout le monde. Est-ce que j'ai le goût d'écouter leurs arguments quand je me fais parler comme ça? Oui, exact. Puis, tu sais, mettons qu'on essaie de voir... On parlera plus en détail tout à l'heure des groupes
conspirationniste plus précis, mais si on... Tu sais, la peur centrale, c'est qu'on se fait contrôler, mettons, que le gouvernement nous contrôle. Quelle est la solution? Parce que, admettons qu'on essaie de penser à une solution à moyen et long terme pour les réseaux sociaux, d'essayer de contrôler mieux possible ces groupes-là, tu sais, de faire vraiment une coupure claire entre qu'est-ce que une instance de légitimisation juge comme étant nécessaire ou du moins pas mauvaise, puis qu'est-ce qu'on juge comme étant du complot, des trucs qui vont marginaliser les gens, parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, tu donnes un petit peu raison à l'idée qu'on se fait contrôler, tu sais. Ouais. Fait que en prenant la décision de vouloir légitimiser ou non certains groupes, certaines idées, on dirait que tu donnes un peu raison à l'idée de contrôler les pensées. C'est vraiment pas évident. Pour vrai, si j'avais la réponse à ça... C'est ça, c'est qu'il n'y a comme pas de réponse, on dirait, parce que, tu sais, toutes ces choses-là, Je te dirais, c'est pas évident. Par contre, pour certains cas extrêmes, ça peut fonctionner. Par exemple, il y avait le fameux documentaire Plandemic 2 là, qui est sorti il y a quelques semaines. Le premier avait été vu là, des millions de fois en 24 heures. Ouais. Facebook a décidé de le supprimer avant même que le documentaire avait fini d'être diffusé. Donc moi, je l'écoutais en direct. La première diffusion était en direct. Je l'écoutais. Okay. Puis déjà, là, après 30-40 minutes, c'était un documentaire quand même d'1h20, tu pouvais plus partager le lien sur Facebook. Quelqu'un qui a levé le flag, ils ont pris une décision. C'est ça. Mais ça a fonctionné. Ouais. Le film Plandemic 2 est allé nulle part. Là. Ouais. On n'a pas vu l'engagement que ça a suscité le premier. Puis c'est un documentaire qui est encore plus long. Peut-être parce que le documentaire était poche aussi. Il était vraiment plate, là, bien franchement. Mais peut-être engageant. Non, c'est ça. Peut-être que c'est partagé dans des groupes marginalisés, sauf que sur Facebook, à grande écoute, YouTube quand le monde peut partager, ça a été tué. Tu peux toujours trouver des manières de le partager sur un autre site, là, comme BitChute ou des choses comme ça, mais c'est plus marginal. C'est pas YouTube. Ça existe, mais c'est pas YouTube. Mais il y a quand même un danger là, à savoir que Facebook, une entreprise californienne, peuvent contrôler les idées quand même. Ça. Exact. Qu'est-ce qu'ils jugent eux autres vrai et faux? Là, c'est ça. Ben, parce que il y a l'objectivité là. Ben oui, mais c'est ça. Tu as l'objectivité de qu'est-ce qui est des faits vérifiables, mais après ça. Tu sais, ça marche super bien quand que l'entreprise, on juge qu'elle est bienveillante puis qu'elle fait bien ce travail-là de partager le vrai du faux puis les vraies nouvelles des fausses nouvelles. Sauf que si tu penses que cette entreprise-là a un agenda puis il veut promouvoir certaines idées plus que d'autres puis tout ça, ben là, ça devient excessivement problématique. Puis si c'était le cas, ça serait très problématique. Mais c'est pas juste ça. C'est que, tu sais, on n'a aucun mot à dire sur ce qui se passe à Facebook. Quand t'es membre de Facebook, quand t'as un compte Facebook, tu te dis d'accord avec les conditions d'utilisation. Puis that's it. Genre, tu peux pas aller contre les règles d'utilisation. C'est ça la loi. Puis en tant qu'utilisateur de Facebook, on peut pas non plus voter sur qui est le dirigeant de Facebook. On peut pas voter sur des propositions. OK, ben en tant que communauté, on décide ça, on veut plus ça sur notre plateforme, ça, on veut ça. Non, c'est ça, c'est une compagnie privée. Donc, c'est une compagnie qui se retrouve avec un pouvoir énorme, quasiment au même niveau qu'un gouvernement mondial. Ouais. Mais qui est géré par des gens en Californie pour beaucoup. Puis c'est ça, on n'a pas notre mot à dire. C'est ça le problème fondamental. Là, quand le gouvernement met en place certaines lois qui contreviennent à la liberté d'expression, je pense par exemple au discours haineux, ben, au moins sur papier, si on n'est pas content avec ça, on peut voter, changer le gouvernement puis changer la loi. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là, mais l'option, elle est là. Mais quand Facebook dit ben on bannit telle affaire, j'ai pas mon mot à dire, toi non plus. Donc, tu sais, il y a de quoi de quand même inquiétant, surtout qu'un tiers de l'humanité est sur Facebook. Là. Mais c'est ça, en fait, tu sais, c'est 2 quelques milliards. Dans le fond, c'est plus que n'importe quel État, finalement. Là, c'est ça. Puis leur équipe de sécurité a à peu près autant d'employés que la ville de Montréal, qui est une ville de 1 quelques millions de personnes. Ces gens-là doivent surveiller tout. Là, Facebook disent qu'ils ont des systèmes d'automatisation, qu'ils détectent la plupart des faux comptes avant même qu'ils sont mis en ligne. Ils détectent du contenu haineux avant même que ça soit publié. OK, fine. Reste que cette entreprise-là a énormément de responsabilités, là. C'est comme si tu avais un pays de 2,6 milliards de personnes. T'sais. Ce serait quoi, selon toi, mettons, la bonne manière que Facebook pourrait gérer cette problématique-là, mettons?
je pense qu'ils sont quasiment rendus à un point qu'ils peuvent plus. Sont tellement gros en ce moment. Tu sais, c'est pas seulement 2,6 milliards de personnes ou 2,3 milliards de personnes qui publient sur Facebook, mais c'est aussi en combien de langues, combien de dialectes régionaux. Tu sais, si tu écris un message haineux en québécois, est-ce que quelqu'un qui vérifie les commentaires qui vient de France va le comprendre? La plupart des messages haineux en québécois sont aussi très faible syntaxe. En parlant syntaxe. Là. Qu'est-ce qu'il veut dire? mais c'est ça, tu te retrouves une méga entreprise qui doit gérer les communications de milliards d'agents, des dizaines, des centaines de millions de messages par jour. Ils sont rendus à un point où ils sont comme passés le non-retour. Moi, ça me fascine parce que ces réseaux sociaux-là, à la base, c'était pas des entreprises, c'était pas des plateformes pour l'échange d'informations. Facebook, c'était un site de rencontre pour universitaires. Ouais, tu voulais savoir si la fille elle voyait quelqu'un ou Exactement. non. Twitter, c'était un site de micro-blogage pour les podcasters, pour juste mettre à jour, dire c'est pour ça que c'est petit. Twitter, c'était pour dire écoute, on a sorti un nouveau podcast, cliquez ici. Instagram, c'était une application pour les amateurs de whisky. Ça s'appelait Bourbon. C'était pour poster des photos, genre j'ai bu tel bourbon à telle place ou je m'en vais boire là ce soir du whisky. Tu sais, donc à la base, c'était ça. Ils ont fait le choix, en quelque part, d'étendre leurs activités puis d'englober la planète au complet. Puis là, ils se retrouvent à plus être capables de gérer ce qui se passe. Fait que, tu sais, je suis pas très sympathique envers... tu sais, c'est des choix conscients qui ont été faits dans ces entreprises-là, de dire, OK, ben on devient quelque chose d'autre, on va chercher le maximum d'abonnés possible. Là, ils se retrouvent, sont plus capables de gérer 2,quelques milliards d'abonnés, mais c'est eux qui sont allés les chercher, les 2,quelques milliards d'abonnés. Ils auraient pu dire, ben non, nous, on garde le modèle que c'est juste des universitaires qui peuvent aller sur Facebook, puis que pour appliquer à Facebook, il faut que tu dises quelle université t'appartient, etc. Ça aurait probablement été plus gérable, tu sais. Donc, tu sais, c'est des conséquences inattendues de choix qui ont été faits dans le passé. Puis là, ils se retrouvent tu sais, ça devient ingérable. Là. Puis, mettons, en date d'aujourd'hui, là, je peux-tu partager un article d'un blog d'extrême droite qui dit que, justement, Obama... a des esclaves dans son sous-sol, mettons. Faudrait que tu laisses probablement, mais tu sais, tu pourrais fort probablement écrire un post qui, tu sais, dans longtemps que tu n'enfreins pas les règles d'utilisation, tu sais, que tu n'utilises pas du discours haineux, si tu n'utilises pas de mots racistes ou quelque chose de même, ça me surprendrait que ton post se fasse retirer. Là. Si tu vas pour acheter des publicités, probablement que tu ne pourras pas. Là. Mais les posts, une chose, mais tu sais, mettons tous les articles de blogs douteux ou justement de magazines là, d'extrême, soit droite ou gauche, peu importe, là, tu sais. Parce que ça, il y a beaucoup de ça qui se partagent, puis carrément, tu sais, des fausses nouvelles, là, tu sais, créées de toutes pièces pour attirer des clics. Puis ça serait... me semble assez facile à détecter, tu sais, des genres de publications virales qui se partagent énormément comme ça. Ben, tu sais, il faut dire, là, Facebook ont mis beaucoup d'efforts. Tu sais, je veux pas juste taper sur Facebook non plus, là. Ils ont mis beaucoup d'efforts depuis. Tu sais, on est passé en 2016, Mark Zuckerberg qui dit que c'est complètement fou de penser que les fausses nouvelles peuvent avoir un effet sur la politique. Tu sais, aujourd'hui, que les politiques envers la désinformation sont en évolution constante. Là. On est à des années-lumière de ce que c'était il y a 4 ans. Puis, tu sais, il y a certains sites qui sont blacklistés sur Facebook. Tu ne peux pas partager des liens de ce site-là. Puis, tu sais, les éléments les plus extrêmes sont dans cette blacklist-là. Là, tu sais. Donc, je pense pas que tu pourrais aller sur Facebook et partager un lien de Stormfront, par exemple, là, qui est genre le plus gros site néo-nazi. Mais c'est vraiment les lignes, c'est les zones grises qui sont super difficiles à gérer, tu sais. Où est-ce que ça devient un discours haineux, tu sais? Où est-ce que quelque chose devient un discours haineux? Il y a une limite, tu sais. Il y a une limite entre un discours qui est jugé pour certains choquant, mais qui n'est pas haineux, puis un discours haineux. Où est-ce qu'elle est, cette limite-là? C'est ça qui est difficile. Tu sais, quand c'est extrême, c'est facile à gérer. Là. Tu sais, quelqu'un qui se met à dire que l'Holocauste n'a jamais eu lieu, tu sais, c'est super facile à dire, regarde, on efface ton post, puis c'est fini. Mais là, où est-ce qu'elle est la ligne? T'sais, où est-ce qu'elle est la ligne? C'est ça qui est... C'est vraiment difficile à faire des politiques qui sont universelles. Puis si t'es trop prompt, justement, à enlever les commentaires, ben là, ça devient, justement, là, c'est ta liberté d'expression qui est brimée, puis ça reste une valeur. Il y a beaucoup de gens qui brandissent ça comme recours à n'importe quoi, puis je peux dire n'importe quoi, mais tu sais, n'empêche que c'est une valeur fondamentale dans une société de pouvoir dire ton opinion sur... Puis tu sais, il y a déjà eu des sociétés dans lesquelles tu disais ton opinion, puis quelqu'un venait te chercher chez vous, puis ta famille ne te revoyait jamais. Puis on vit pas dans une société comme ça, mais tu sais,
ça existe. Mais c'est ça, tu sais, puis... J'ai fini mon idée. Mais c'est un bon point. C'est la liberté d'expression sur Facebook, sur Twitter, ça n'existe pas. C'est pas des gouvernements. Ils sont aucunement régis par les lois qui protègent la liberté d'expression. Si Facebook veut retirer ton post, ils ont le droit. C'est une compagnie privée. Ils n'ont pas besoin de se souscrire aux lois. Pas besoin de se justifier. Non, absolument pas. C'est les entreprises privées. Là est le problème. C'est que nos communications passent maintenant en grande partie dans des entreprises comme ça qui peuvent faire comme bon leur semble là, sur ces plateformes-là. Puis... une chose qui unit, je pense, tout le monde sur le web, là, étrangement. Si ça existe. c'est pas mal tout le monde est mécontent de la façon dont les réseaux sociaux gèrent les communications. D'un côté, il y a des gens qui disent « Hey, Facebook, vous alimentez les discours haineux, les extrémistes, vous facilitez l'harcèlement des gens sur les réseaux sociaux. » Puis de l'autre côté, c'est vous censurez. Ils disent vous censurez des discours avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Fait que, tout le monde est d'accord que Facebook n'est pas capable... pas juste Facebook, là, YouTube, Twitter, etc. ne sont pas capables de gérer. C'est une des choses qui unit ironiquement des gens avec des points de vue complètement opposés. Là. Les deux sont mécontents de la façon que les réseaux sociaux gèrent les communications. YouTube est quasiment pire, là, j'ai l'impression, ou aussi pire du moins, parce que tu regardes une vidéo, tout de suite, t'en as un autre qui parle, tes recommandations, ça devient rapidement ça, puis j'ai pas l'impression qu'il y a aucun contrôle sur YouTube, en tout cas. Ils ont fait beaucoup de ménage. Ah ouais, je te dirais, là, ils ont fait énormément de ménage. Puis, tu sais, j'ai pu faire moi-même l'expérience. Il y a 2 ans, j'avais fait une expérience où j'avais regardé les recommandations YouTube. J'avais écrit, je pense que c'était gouvernement des mots-clés avec la tuerie à Québec, la mosquée de Québec. Donc, j'avais écrit dans Google mosquée de Québec tuerie, puis là, j'étais allé chercher toutes les recommandations, puis les recommandations des recommandations, puis les recommandations des recommandations des recommandations, puis il y avait énormément de contenu conspirationniste là-dedans. Là. C'était tout de suite, c'était genre les chaînes qui étaient le plus recommandées, c'était des chaînes conspirationnistes. Il y avait clairement un problème. On a refait l'expérience l'année passée pendant l'élection fédérale. Plus de contenu conspirationniste dans les recommandations. Ah ouais. Quasiment zéro. Okay. Quand tu écrivais des mots-clés par rapport au Canada, là, parce que c'était une élection canadienne, tu écrivais genre Justin Trudeau, le nom des partis ou des choses comme ça. On avait automatisé ça. Puis on est allé chercher là, des milliers et des milliers de recommandations avec quasiment rien. Ils ont vraiment fait le ménage là-dedans. L'inverse, c'est qu'on a eu l'impression qu'ils recommandaient juste pas de sujets qui ont lien avec l'élection. Qu'est-ce qui se passait? On se ramassait avec du contenu genre du Fortnite, des vidéos de cuisine, des vidéos de make-up, des choses comme ça. Donc, YouTube, plutôt que de dire on va juste recommander du bon contenu, ils ont juste fait non, tu t'intéresses à quelque chose qui est polarisant, on t'en parle pas. On te shoot des vidéos de Fortnite, etc. On s'en mêle pas. Là. Tout le monde aime Fortnite. C'est un peu le constat auquel on en est arrivé. Là. Il y a eu un ménage. Il y a eu vraiment un ménage dans les recommandations de YouTube. C'est plus ce que c'était. Il faut le saluer, ces choses-là. Là. Il y a eu quand même du ménage dans les réseaux sociaux, pour vrai. Là. J'ai l'impression que tout va tellement plus vite que n'importe qui peut réagir. Tu sais, toutes les trends sont vraiment plus rapides, puis tu sais, la perte de contrôle se fait vraiment plus vite que le contrôle peut se regagner, j'ai l'impression. Là. Surtout, tu sais, quand t'as justement... en fait, je lisais ton article sur les théories... en fait, le groupe QAnon, qui était tu sais, sur 4chan, puis après ça, c'est 4chan ferme, puis là, hop, un autre tout de suite après, puis là, un autre, puis comment tu régis tout ça? Tu sais, c'est impossible, là, c'est comme... Il y en a tout le temps, là. C'est vraiment, on dirait, ça se propage exactement comme un virus, là, comme une épidémie. Tu sais, les fausses nouvelles, puis tu sais, c'est quasiment sectaire même, là. Tu sais, QAnon, c'est carrément une secte, là, finalement, puis... J'ai l'impression que c'est ça, c'est des idées qui se transmettent d'un humain, d'un ordinateur à un autre, comme un virus d'un humain à un autre. Là, puis vraiment... comme un virus, il y a des mutations dans les façons de faire. Un bon exemple, Plandemic, j'en parlais tantôt, que tu peux plus partager le lien, mais les gens ils ont trouvé des façons, ils coupent le URL en deux, puis ils le partagent. Ou ils partagent une image avec l'URL dans l'image, ça passe. Donc, ils trouvent des façons, là, ils sont intelligents, c'est des êtres humains. L'être humain est vraiment créatif, trouve des façons de communiquer, puis il trouve des façons de contourner n'importe quelle politique qui est mise en place quasiment. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis le problème, c'est ça aussi, c'est que, tu sais, OK, on peut pas contrôler les compagnies privées, ils font ce qu'ils peuvent, I guess, mais on peut rien faire non plus du côté gouvernemental, on n'a pas plus de recours. Là, à moins que tu fasses comme en Chine,
tu dis Facebook peut pas exister ici, puis là, c'est la pire chose, là, tu sais. Ça, c'est une pente glissante. Puis, tu sais, quand tu remarques les pays qui ont mis en place des lois contre les fake news, c'est souvent des pays autoritaires. Ouais, mais c'est ça, exact. Que le gouvernement se mette à décider qu'est-ce qui est vrai ou non, il y a là un danger. Clairement. Ouais. Je me fais souvent poser la question, il y a bien des gens qui sont comme, ça n'a pas de bon sens, pourquoi est-ce qu'ils ne rendent pas les fausses nouvelles illégales? C'est comme, non, il y a vraiment un danger là. Ouais. Pense à un contexte d'élection où le gouvernement décide que le scandale qui est sorti dans le journal, c'est des fake news, fait fermer le journal, fait emprisonner les journalistes. On le voit. Non, là, la pente est trop glissante pour l'être humain. Là. C'est encore, ça marcherait super bien si le gouvernement était 100% bienveillant et objectif, mais c'est jamais le cas. Puis là, quand on dit ça, on sonne quasiment conspirationniste. C'est excessivement complexe. C'est plus réaliste. Ouais, c'est ça. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Non, mais c'est ça, exact. C'est surtout ça. Là, c'est comme, je me rappelle que je parlais de ça. Le communisme, dans une utopie, ça fonctionne bien. C'est great. Quand tu rentres l'être humain dans l'histoire, ça marche pas bien du tout. Là, Exact. Mais je me suis souvenu où je voulais aller tantôt en parlant de liberté d'expression. J'ai l'impression que l'opinion est devenue suprême, le plus haut que le fait. Puis tu vas avoir quelqu'un qui, mettons un exemple de dialogue, quelqu'un va dire 2 plus 2 égale 5, puis là, l'autre va dire, voyons, non, là, dans les faits, 2 plus 2 égale 4, puis là, c'est mon opinion de dire ça, puis c'est la liberté d'expression, puis nanana, puis tu peux comme rien répondre, tu sais. Tu sais qu'il y a eu une controverse sur Twitter il y a quelques semaines à savoir que 2 plus 2 égale pas toujours 4. Mais pour vrai, il y a une grosse chicane entre des académiques. Je vous suggère de lire là-dessus. Okay. Je ne vais pas embarquer dans ce sujet-là. Mais c'était le comble de 2020. On devrait mettre ça en douche. Je vous jure. Là. La seule vérité sur laquelle je m'appuyais. mais ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que les réseaux sociaux, c'est une façon de construire le monde, puis la façon que tu vois le monde. Donc, dans ce contexte-là, l'opinion, c'est important. Plutôt que de dire voici les faits irréfutables, c'est voici ma vision du monde. Ouais. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que les réseaux sociaux, je pense beaucoup à Facebook puis Twitter, présentent tout pêle-mêle. Un article d'opinion puis un article journalistique, il n'y a pas de différence. Dans un journal, au moins, t'as la section opinion. Les bons vieux journaux papier, tu avais une section. C'est con, mais l'information est organisée. T'as la première page qui est l'information la plus importante. Après ça, quand l'article est plus petit, les journalistes ont jugé que c'était moins important que l'article qui est plus gros. Puis, tu avais une section opinion qui est clairement... C'est la section opinion. Les textes qui sont ici, c'est des opinions. T'sais. Mais là, quand c'est présenté tout pêle-mêle, ça peut porter à confusion. Mm-hmm. Mais c'est pas... C'est ça le problème, c'est que c'est pas toutes les opinions qui sont équivalentes. Mettons, je vais prendre un exemple simple. Là. Mettons, Dom, tu as étudié en musique. Mm-hmm. Puis là, moi, je dis, je vais faire un fa. T'sais. Puis là, je fais fa... Puis c'est pas pantoute un fa, tu sais. Toi, tu vas me dire c'est pas un fa. Factuellement pas un fa. Moi, je vais te dire, non, mais toi, tu penses que c'est pas un fa. Moi, je trouve que c'est un fa. Ah oui. Puis clairement, ton opinion à toi vaut beaucoup plus que la mienne, là, tu sais. Ouais, mais si toi, tu réussis à faire triper du monde sur ton fa qui est faux... non, mais exact, c'est ça. Là, ça te permet d'aller chercher une histoire. Toi, tu t'inventes un nouveau style de musique où le fa, c'est fa, puis c'est pas fa. OK? Il y a du monde... Si tu réussis à faire embarquer du monde dans ton trip... tu vas avoir un paquet de monde qui vont te dire non, c'est pas lui qui a raison, c'est pas toi qui as raison. Ouais. Mais c'est ça, mais le problème, c'est ça, c'est que on peut pas considérer toutes les opinions pareilles. Mais si tu peut pas faire ça, c'est impossible. Transposes, mettons, cet exemple-là au changement climatique. Là. Factuellement, exact. 99% des scientifiques s'entendent pour dire que les chiffres démontrent que c'est vrai. Si tu dis que c'est faux, c'est pas juste une opinion, c'est que tu t'opposes à la vérité, tu sais. Après ça, tu peux avoir une opinion basée sur des... Tu sais, mettons que tu décides de qui c'est vrai, mais je décide que je m'en calisse, puis que si l'être humain disparaît, ça me dérange pas. Puis ça, c'est ton opinion, mais... Exact, c'est ça. Le fait reste que c'est réel, tu sais. Que c'est un fan. Tu sais... Ça permet, ces choses-là, ça permet à beaucoup de gens de composer avec des émotions qui sont compliquées. Tu sais, je reprends la pandémie comme exemple. Tu as une pandémie qui sort de nulle part.
l'humain n'a aucun contrôle sur ce virus-là. Ça se met à chambouler la vie de tout le monde. Tu peux accepter ce fait-là, puis c'est pas cool. Là. Tu te dis, ben, crime, je suis un humain, je suis très petit, je suis à la merci de la nature, même si on est au 21e siècle, puis qu'on a des ordinateurs dans nos poches, puis qu'on peut prendre l'avion quand on veut. Avant la pandémie. Mais tu sais, c'est quand même une réalisation qui est inconfortable, tu sais, de se dire, ma vie est complètement changée par quelque chose que je peux pas voir, toucher. Tu peux te réconforter en te disant, ben, ça a tout été inventé. Ça te permet de pas être confronté à une réalité qui est vraiment inconfortable. C'est la même chose pour le changement climatique. Plutôt que de paniquer et de dire, man, dans 30 ans, la Terre va être complètement... le climat va être complètement détruit, puis mes enfants vont peut-être vivre dans un monde post-apocalyptique. Plutôt que de te dire ça, tu peux juste dire, tout inventé. T'sais. Même chose pour les tueries. À chaque fois qu'il y a une tuerie, les gens disent, oh non, c'est des acteurs. C'est le Deep State qui a mis des acteurs pour... Ça, j'ai jamais entendu ça, par exemple. C'est quelque chose qui se partage. Pour vrai? OK. Ben, à chaque fois qu'il y a une tuerie quelconque, il y a des gens qui partagent des séquences vidéo qui disent, ben regardez, le gars qui est mort, là, il n'est pas vraiment mort. C'est un acteur, on l'a vu dans une autre tuerie il y a 2 ans. Tout ça, c'est mis en... Il n'y a pas une tuerie au monde qui n'est pas une mise en scène. Ben, tu sais... Plutôt que de confronter le fait que ben il y en a du monde qui random pogne un gun, rentre dans un lieu public puis tue quelqu'un puis ça pourrait t'arriver à toi, ce qui est vraiment pas cool à penser. C'est pas confortable, c'est ça. Ben tu peux juste dire ben c'est pas vrai, c'est pas arrivé. 11 septembre, même chose. Il y a clairement une espèce de peur puis de c'est un déni. D'un déni de n'importe quel changement en fait là, dès qu'il y a un bouleversement de quelque chose, il y a vraiment toujours une réaction quand même forte. C'est ça. Là, tu sais. Ben, je disais tantôt que les gens qui vivent avec des conspirations, c'est très anxiogène, mais pour certaines personnes, en fait, c'est étrangement réconfortant. C'est dans Dark Knight, là, le Joker, qui dit que quand ça fait partie d'un plan, les gens capotent pas. Quand un truck rempli de soldats explose, ben, le monde capote pas parce que it's all part of the plan. Tandis que si un autobus saute puis il y a des gens dedans, ça fait pas partie du plan, fait que les gens capotent. Mais il y a un peu cet effet-là, c'est que genre, ben, tu sais, ça fait partie d'un plan. Fait que, tu sais, ça a tout été orchestré. Ça rentre dans cette case-là. Tu sais, ça fait partie d'un plan. C'est pas que la vie est random, que l'univers est random, puis qu'il peut t'arriver des malheurs du jour au lendemain sur lesquels t'as aucun contrôle. Ça fait partie d'un plan. En réalité, quand les gens disent, tu sais, j'ai fait mes recherches, puis je le sais que le masque, ça sert à rien, whatever, tu sais, il n'y a pas eu une vraie... démarche scientifique, là, tu sais, puis de j'ai une hypothèse, puis je vais faire des expériences, puis je suis arrivé à la conclusion, selon les données, que le masque tu sais, c'est... J'ai une idée, profondément, le masque me dérange, j'ai un problème avec ça, puis je vais aller chercher les informations qui confirment cette idée-là. C'est pas impartial comme recherche, là, c'est des recherches que, OK, il y a déjà... Je fouille sur Internet, puis je trouve où est-ce que les gens pensent comme moi, puis je m'accroche là-dessus. Ben, tu sais, malheureusement, on en parlait tantôt, l'idée fondatrice du web, la démocratisation de l'information, mais ça en est une conséquence, c'est que l'information est accessible à tous, donc toute l'information est accessible à tous, la mauvaise comme la bonne. Donc, peu importe quelle est ton opinion, tu as une idée dans la tête, tu peux trouver quelqu'un qui pense comme toi, absolument n'importe quoi. C'est un peu comme le Rule 34 de l'information. Là, c'est genre, si tu peux y penser, il y a quelqu'un qui a quelque part écrit quelque chose là-dessus, 100%. Tu as mentionné le 11 septembre tantôt. Le 11 septembre, c'était moi, c'était la première fois que j'étais confronté à une idée de conspiration. Il y a même eu le film de comment Fahrenheit 9/11 qui me traitait de ça, dans le fond. Puis ça a été... Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste mon âge qui me trahit, mais moi, ça a été la première fois où est-ce que j'ai vu vraiment... ça prendre action sur une situation actuelle. C'était énorme, là, tu sais, ça a été partagé, ça a été... Puis c'était la naissance des réseaux sociaux, puis malgré ça, c'était une des théories les plus connues, là, tu sais. Puis à l'époque, moi, je me souviens très bien avoir eu un sérieux doute, là, tu sais, en entendant ces idées-là, fait crime, je me rappelle même avoir écouté Fahrenheit 9/11 à l'école. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle même ça, mais c'est débile, ça, quand même. Ben, tu sais, c'est... Le 11 septembre, c'était une conspiration. C'était une vraie conspiration. Il y a un paquet de gens qui se sont mis ensemble pour faire un plan secret pour faire sauter des avions pour faire rentrer des avions dans les bâtiments. C'était une vraie conspiration. C'est un petit groupe de personnes. C'est pas comme une conspiration qui englobe des millions de personnes. Là, mais oui, t'as raison. C'était dans les premiers hits de YouTube. Le documentaire Loose Change que j'ai écouté à l'époque.
il y a quelque chose de séducteur là-dedans. En plus, avec le 11 septembre, c'est que ça a été récupéré pour la guerre en Irak, par exemple. Ouais, exact, les gens se sont vraiment sentis qui se sont fait rouler dans la farine. Puis les médias sont embarqués là-dedans. Là. Je me le fais dire, ça, que les médias, c'est eux qui ont permis aux États-Unis d'envers l'Irak avec la fake news sur les armes de destruction massive en Irak. Tout à fait vrai, ça. L'affaire, c'est les chroniqueurs de ces journaux-là qui sont embarqués là-dedans. Puis la raison pourquoi tu sais qu'il n'y en a pas d'armes chimiques, qu'il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak, c'est en grande partie à cause des reportages là-dessus qui ont talonné les gouvernements là-dessus. Là. Fait que tu sais, c'est ça, il faut faire la part des choses en même temps. Mais je peux vraiment comprendre que les gens se sont sentis trahis par ça. Ouais. Il y a bien des complots qui ont été démasqués, en fait, la grande majorité du temps par les journalistes. Là. Ouais. Le Watergate, ou tu sais, juste, mettons, la pédophilie dans l'Église catholique, là, c'est un complot, là, finalement. Ça a été étouffé pendant tellement longtemps, puis c'est des journalistes qui l'ont mis au jour. Tu sais, je me fais souvent dire quand j'écris à propos de QAnon, par exemple, sur Twitter, le monde me dit, ta gueule, ça existe vraiment, le trafic d'enfants. Tu dis que Epstein n'existe pas. Puis, tu sais, Epstein, tu sais que c'est arrivé à cause du Miami Herald, qui est un journal à Miami qui a mis énormément de ressources pour sortir cette histoire-là envers et contre tous. Tu sais, c'est vraiment... C'est drôle parce que tu te fais remettre des choses que les gens ont vues dans les médias comme preuve que les médias mentent. C'est tout le temps le fun, ça, comme situation. Tu sais, des choses qu'on sait pas, là, tu sais, puis des conspirations, entre guillemets, je veux dire, il en existe probablement, là, tu sais, mais pas nécessairement ceux qu'on entend, mais juste des secrets nationaux. Puis mais après ça, ça prend des preuves pour avancer ça. Là. Tu peux pas juste avancer n'importe quoi que tu penses qui est vrai ou que tu as vu une vidéo YouTube qui dit ça. Là, ça prend quelque chose de plus solide. Là, mais la question qu'il faut que tu te poses, je pense, c'est quand tu crois à une conspiration, c'est quoi l'information qu'on pourrait me présenter qui me ferait changer d'idée? Puis si tu n'arrives pas à trouver des éléments, t'es dans une croyance plutôt que dans un fait. Là, quand c'est non falsifiable, que genre peu importe l'information qui est présentée, tu réussis à faire rentrer ça dans la conspiration, ben là, c'est plus quelque chose qui est rationnel. Tu sais, j'ai un ami qui est dans l'église de Scientologie. Puis tu sais, moi je me suis dit, je vais pas juste comme dire t'es con, puis tu sais, fait que les grosses conversations, là, des 2-3 heures à jaser avec lui, essayer de comprendre. Puis tu sais, en bout de ligne, dans la conversation, à un moment donné, c'était, si tu apprenais que David Miscavige, qui est comme le chef de ça, il disait, tu sais, il y avait des enregistrements, lui, dans les conversations privées, qui disaient que, tu sais, c'était tout n'importe quoi, il faisait juste ça pour le cash, puis mettons, qui justement, là, qui abusait des enfants, whatever, les pires affaires, changerais-tu d'idée? Non. Fait que, tu sais, rendu là, il est pas grand-chose que tu peux faire. Il y a littéralement rien. Puis il y a des gens qui ont dit la même chose pour Donald Trump. Qu'est-ce qui te ferait changer d'idée? Rien. Ouais, on est dans le domaine de la foi plus que d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est le cerveau humain est comme ça, nous porte à avoir des croyances. Tout le monde a des croyances dont on détournerait pas très facilement, disons. On a tous des valeurs très profondes. Puis c'est une bonne chose qu'on ait des choses auxquelles on croit. Par exemple, croire à ta famille, puis que c'est important, puis qu'il n'y a rien que quelqu'un pourrait dire contre ton frère, par exemple, qui ferait ou quasiment rien qui ferait en sorte que ton frère serait plus proche. C'est des bonnes choses, là, mais en quelque part, les fils se touchent pour des choses qui ont peut-être pas qui sont pas productives. Puis il y a du monde qui sont embarqués là-dedans. Puis ça devient aussi séducteur, aussi, le fait d'avoir la vérité, puis que les autres sont endormis. Encore une fois, de Matrix qui fait son apparition. Mais tu sais, ça explique beaucoup. Là. C'est vraiment le fait de croire à quelque chose puis que ça soit impossible de le démentir. Il y a quelque chose de séducteur là-dedans aussi. Puis c'est pour rester dans la religion puis la foi, le mouvement QAnon que tu as parlé beaucoup, tu disais dans l'article que j'ai lu que il y avait même du monde qui avait essayé qui avait carrément déconstruit tout ce qu'il a dit depuis le début, tout ce que Q aurait dit, puis ça change pas le momentum, ça ralentit même pas le momentum. Même de prouver qu'il y a des affaires complètement fausses qui ont été avancées,
qui se sont juste soit pas produits ou le contraire s'est produit, a même pas ralenti le momentum du truc, tu sais. Fait que ça, c'est à quel point t'es dans un... Tu sais, dans une foi, dans une croyance aveugle. Ben, tu sais, beaucoup d'observateurs ont remarqué que ça ressemble de plus en plus à une secte religieuse, ce mouvement-là. Tu sais, faut pas aller chercher loin pour contredire Q, là. Q Drop numéro 1 et 2, les 2 premiers messages de Q qui sont universellement reconnus comme étant des vrais messages de ce supposé agent secret, là, disait que Hillary Clinton allait être arrêtée sous peu puis que la garde nationale avait été déployée dans les grandes villes américaines pour essayer de taire le soulèvement qui aurait lieu. Ça n'a pas eu lieu, là. C'est zéro eu lieu. Q Drop numéro 64. Q dit « Je mets fin à ça, je m'en vais. Genre, faut que je mette fin à mes communications sur 4chan. Adios. » Tu sais, il est revenu. C'est pas vrai. Tu sais, je l'ai mis le thread Twitter dans mon article. Là, ils sont rendus à 150 affirmations démenties, complètement fausses, qui dit que en octobre, là, ça s'en vient en octobre, là, il va y avoir des documents qui vont être dévoilés puis tous les ennemis de Trump vont être arrêtés. Ça arrive pas. À chaque fois que ça arrive pas. Les gens y croient pareil, mais c'est la même chose avec les sectes apocalyptiques. On a vu souvent là, des sectes qui disent, des sectes millénariales qui disent « OK, ben telle date, c'est la fin du monde, préparons-nous, la fin du monde n'arrive pas. » Là, tu penserais que les gens tourneraient le dos à la secte. Non, ils dédoublent, ils deviennent encore plus convaincus que la secte a raison. Puis la secte fait tout simplement repousser la date. Mais c'est la même chose avec QAnon. C'est qu'il y a des gens qui ont écrit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que si demain Q disait « check, c'était toute une joke, les guys. Sorry, genre, c'était une blague », ils croiraient quand même parce que le message est plus important que le personnage. Parce que ce message-là du combat ultime contre le mal, c'est séducteur pour eux, c'est important pour eux. Fait que, quand même que tu déments des choses, quand même que tu démontres que probablement la personne qui écrit sous le pseudonyme de Q a changé au fil des années. Ouais, c'est ça. Ça change rien. Mais c'est comme... Puis cette idée-là... Cette idée-là de révolution, puis de soulèvement du peuple, puis de révolte contre le gouvernement établi est aussi romantisée puis séductrice. Là. Mettons, on a juste à penser à V pour Vendetta, où est-ce qu'au final, tu te rends compte que tout le monde peut être V, tu sais. Un autre film dans les années 80, début 2000. Puis là, tu te dis comme, OK, non, mais Q, dans le fond, là, il est pas important, là, tu sais. Ce qui est important, c'est le message derrière. Tout le monde peut être Q, tu sais, puis tout le monde peut se lever. Puis là, il y avait des images dans l'article que tu partageais du monde dans des manifs avec juste des signes de Q, tu sais. Puis tabarnak que ça fait peur, ça. Mais mettons, pour quelqu'un là, qui n'a aucune idée c'est quoi, on peut-tu faire un petit résumé de ce que c'est le QAnon? Oui, QAnon, c'est une conspiration. À la base, c'est quelqu'un qui écrit sous le pseudonyme Q dans des forums anonymes. Au début, c'était sur 4chan, qui est un image board. Principalement pour les animés japonais. À la base, c'est basé sur 2chan, qui était un forum pour les dessins animés japonais. Quelqu'un a créé 4chan, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est un lieu de liberté d'expression quasi absolue. C'est là le lieu de naissance de la culture troll sur le web. Les memes... Beaucoup des memes que tu vois là, ont été créés là, puis ensuite ça fait son chemin sur Reddit, ensuite Facebook, ensuite Twitter. C'est vraiment une usine qui a créé la culture web moderne avec ses défauts puis ses bonnes qualités là aussi là. Mais c'est un endroit qui est quand même obscur là. La plupart des gens vont pas sur 4chan, puis le commun des mortels regarderait un image board de 4chan, puis t'as aucune idée de ce que tu regardes. Les gens n'ont pas, ils n'ont pas de photo de profil, ils n'ont pas de compte. Tout le monde est anonymous. Puis c'est d'ailleurs que là vient le groupe de hackers Anonymous vient de 4chan. C'est pour ça qu'il s'appelle Anonymous, parce que tout le monde est anonymous. Mais tu peux t'identifier avec un certain identifiant. Bon. Il y a quelqu'un qui a commencé à publier le 28 octobre 2017 qui s'appelait Q, dit écoutez, en gros, c'est que le président Trump est en train de mener une guerre civile secrète, clandestine contre une cabale satanique pédophile qui contrôle non seulement le gouvernement américain, mais pas mal le monde. Puis que ce qu'on voit, ça fait toute partie d'un plan. Donc, tu sais, le chaos qui semble émaner de la Maison-Blanche, les tweets de Trump qui foutent, qui foutent la zizanie dans l'actualité, ça fait toute partie d'un plan. Tout ça fait partie d'un plan qui mène à The Storm, qui est un événement où tous les opposants de Donald Trump
vont être emprisonnés, puis sommairement envoyés devant des tribunaux militaires, soit exécutés ou soit emprisonnés à Cuba, à Guantanamo. En gros, c'est ça. Puis l'idée est que cette personne-là communique à l'aide des réseaux sociaux anonymes. Au début, c'était 4chan. 4chan, ils ont dit non, c'est non, fini. Merci. Ouais. C'est quand même particulier parce que 4chan, c'est un endroit qui est reconnu pour la liberté d'expression absolue ou quasi absolue. Puis finalement, ils tripaient pas trop sur Q quand Q commençait à prendre de l'envol. Se sont transférés à 8chan, c'est vraiment la liberté d'expression absolue. C'est un site qui a plusieurs tueurs qui ont mis en direct leurs attaques. L'attaque de Christchurch a été publiée sur 8chan en direct, par exemple. Il n'y a juste aucune modération. Il y en a. Ça n'existe plus, 8chan. C'est devenu 8kun, qui là, c'est encore pire. Parce que c'est hébergé... T'es proche du dark web, là, rendu là. Jusqu'à récemment, je pense qu'il fallait un browser Tor, justement, pour avoir accès. Je pense que là, il est sur le ClearNet, là, mais... c'est 2 hommes aux Philippines qui ont ça. Ils ont réussi à trouver des services pour héberger le site qui leur permet d'accepter toutes sortes de contenus. C'est notoire. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que QAnon, qui est un mouvement qui est supposément contre le trafic d'enfants, puis tout a lieu sur un site web qui est notoire parce qu'il y a de la pornographie juvénile là-dessus. C'est comme, sérieusement, là, genre, honnêtement. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui fait que, mettons, ce mouvement-là s'est démarqué de d'autres, là, mettons? Pourquoi il est devenu si gros puis si inquiétant? C'est vraiment... Ça, c'est ultimement fascinant, pour vrai, là. Parce que il y en a eu d'autres des Q. Mais oui. Il y en a eu d'autres. Comme il y en a eu d'autres des prophètes, il y a 2000 ans, à côté de Jésus. C'est ça. Pourquoi il y en a un qui a poigné, là, les autres n'ont pas poigné. C'est vraiment une bonne analogie parce que des prophètes comme Jésus, il y en avait plein dans cette période, des prophètes apocalyptiques qui disaient pouvoir guérir les gens. Puis tout, il y en avait plein. Jésus a pogné pour une raison ou une autre. Même chose pour Q. Il avait un flow incroyable. mais tu sais, ça faisait partie de la culture 4chan. Tu sais, des gens de ce qu'ils appellent les copy-pasta, genre, c'est comme le monde se raconte comme des histoires de peur sur 4chan. Puis là, c'est genre, t'écris un texte, puis t'essaies d'étirer de faire croire aux gens ton histoire. Tu sais, c'est une forme de trolling, dans le fond, là, puis de faire embarquer les gens dans ton affaire. Puis les gens qui lisent ça, souvent, savent que c'est pas vrai, mais que tu mets un peu ta crédulité de côté. Tu sais, c'est comme se raconter des histoires de peur autour d'un feu d'un feu de camp. Tu sais, c'est comme... Je sais là, qu'il n'y a probablement pas eu un fantôme, mais c'est le fun de se dire cette histoire-là. Tu sais, ça vient nous chercher. Même chose pour Q. Tu sais, il y avait FBI Anon, il y avait CIA Anon, il y avait HLA Anon avant ça. Ça faisait partie de la culture 4chan de gens qui, pour troller, pour faire du shitposting, se font passer pour des agents secrets, puis ils disent plein d'affaires. Puis là, le monde niaise ça, puis il passe à autre chose. Fait que lui, c'était peut-être même une joke, mais le monde y ont cru, puis c'est devenu big. Peut-être, c'est une des hypothèses en fait. Peut-être quand il disait moi c'est fini, je m'en vais, lui il a vraiment réalisé l'emploi, il a fait fuck that, je m'en vais, puis c'est quelqu'un d'autre qui a take over. Je pense pas parce que l'identifiant, le trip code qui est protégé par un mot de passe a continué à poster après le drop numéro 64. Donc, à moins que quelqu'un a volé le mot de passe, là, c'était posté sur le même compte. Là. Mais certainement, quand Q a fait le saut de 4chan à 8chan, il n'y avait aucune manière de vérifier l'identité de la personne. C'est deux sites complètement différents. Ça ne génère pas le même identifiant. Puis l'identifiant a changé 5 ou 6 fois aussi depuis. Quand il est allé à 8kun, ça a changé, mais ça a changé aussi une couple de fois. Q disait, écoute, change de trip code, notre identifiant. Tu sais, n'importe où dans ce processus-là, quelqu'un aurait pu s'emparer de ça. Le Q que tout le monde suit en ce moment, c'est une entente dans la communauté à savoir, ça, c'est le vrai Q. Okay. Mais il y en a d'autres qui disent qu'ils sont le vrai Q. C'est ça. Mais c'est un phénomène qui est rendu... qui a énormément de momentum. Donc, tu sais, il y a trop de gens qui sont énormément investis là-dedans. Puis à bout de ligne, on s'en fout, c'est qui le vrai Q, c'est juste sur qui on s'entend pour dire que c'est lui, puis that's it. C'est ça. Puis ce que je comprends, c'est que tous les utilisateurs, tous les membres participent activement à ça. Là. C'est pas juste comme un leader, c'est comme tout le monde met son grain de sel. Puis... C'est ça, je pense, qui fait en grande partie la frénésie autour de Q, c'est que c'est le fun pour bien des gens. C'est comme un jeu vidéo en grandeur de nature. Q
au début, faisait des prédictions très précises, comme je vous disais tantôt. Hillary Clinton va être arrêtée dans 2-3 jours. La garde nationale est déployée. Après un moment, il s'est mis à parler en énigmes. Donc, il dit plus telle chose va arriver. Il pose des questions. Tu sais, il dit quelle est la connexion entre cette personne et cette personne-là? Est-ce que cette personne-là vient d'acheter une maison? Si oui, elle vaut comment? À quelle œuvre caritative est-ce que cette personne-là a donné de l'argent? Quelle est la connexion entre ça? Fait que, dans le fond, ils appellent ça, dans la parlance de QAnon, c'est des breadcrumbs, littéralement des miettes que les gens doivent connecter ensemble puis trouver eux-mêmes la solution à l'énigme. Puis ça, c'est super le fun pour bien des gens. Des gens passent des heures à essayer d'aller sur le web puis chercher. Donc, c'est participatif. C'est bien plus winner parce que là, tout le monde peut se reconnaître puis transposer n'importe quelle idée dans les énigmes qui sont là. Non seulement ça, c'est que tu as l'approbation de la communauté. Si toi, tu réussis à trouver la connexion, « Hey, j'ai trouvé, il y a une connexion entre ce gars-là puis un tweet de Trump il y a 3 semaines, regardez, puis là, tu mets une capture d'écran, puis là, tu as des likes, tu as des gens dans la communauté qui commencent à partager ta théorie, puis là, tu te retrouves, tu vois un de tes influenceurs QAnon préférés partager ta théorie. Ça, c'est que les influenceurs aussi super. Dans la gang, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment c'est addictif là, pour bien des gens de participer à ça. Tu participes à un mouvement plutôt que juste passivement consommer des prophéties. Là. C'est vraiment cet élément-là de participation qui est vraiment fort là-dedans. C'est vraiment l'idée complètement insane que, tu sais, admettons, là, je vais faire un parallèle quand même lointain là, pour revenir à mon idée, là. Mais quand c'était la saison morte de la NBA l'été passé, là, il y a eu un compte Twitter qui est arrivé qui prédisait les échanges ou les signatures en se disant lui-même étant dans l'entourage des Lakers de Los Angeles. C'est un Q de la NBA. Un genre de, là. Puis ça a commencé parce qu'il a fait une prédiction vraiment out there, vraiment random, qui s'est avérée vraie. Puis là, il y a comme du monde qui ont fait « Oh my God, genre, ça doit être vrai. » Fait que là, lui, il a gagné vraiment en momentum. Deuxième prédiction, encore une fois, de quoi de vraiment out there qui est vrai. Puis là, le monde fait « OK, c'est sûr que c'est une personne proche de l'état-major des Lakers. » Troisième prédiction, complètement dans le champ, complètement off. Puis là, le monde a juste arrêté de le suivre. Ça a fini là, l'espèce de momentum. Là, mais de penser que Chris, des affaires vraiment qui se produisent pas, puis de garder un momentum, à quel point il faut que tu veuilles que tu te fasses raconter une histoire. Là, imagine si le Q de la NBA, plutôt que de dire tel joueur va être échangé pour tel joueur, il aurait dit un joueur avec la lettre L dans son nom veut aller dans une ville où il fait froid. Puis là, c'est à la communauté de découvrir. Puis quand t'as genre des milliers de gens qui essaient de trouver, un moment donné, quelqu'un va avoir raison là-dedans. Quelqu'un va trouver la vraie. Exact. Puis là, il va dire, là, t'as juste à dire rétroactivement, ben regardez, il l'a prédit, alors que la prédiction en tant que telle, c'était pas vraiment une prédiction, c'était une suggestion. Le mécanisme là-dedans, c'est que tu génères une situation où des milliers de gens essaient de trouver tes prédictions à ta place. Quelqu'un va réussir, c'est sûr et certain. C'est le principe d'une liseuse de bonne aventure qui va te caler 50 affaires, avoir raison sur une chose, puis tu vas retenir la chose sur laquelle elle a raison. C'est drôle parce qu'un des slogans du mouvement QAnon, c'est combien de coïncidences avant que ça devienne inévitable que c'est vrai, tu sais. Mais c'est plutôt l'inverse, c'est que vous générez tellement de contenu par jour que c'est inévitable. C'est une loi de la statistique que tu vas avoir raison de fois de temps en temps. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Comment qu'on peut estimer qu'il y a de membres, mettons, là-dedans? Impossible à estimer. Mais c'est gros, là. On se compte en millions? C'est une bonne question. Probablement à travers le monde, parce que là, on en voit partout. Il y avait une manif cette fin de semaine en Allemagne. J'ai vu la photo, une grosse pancarte de Q de gens qui demandent Donald Trump de venir sauver l'Allemagne. Mais oui. Puis, j'ai vu une photo de Mike Pence, il parle avec 2 soldats, il y en a un qui a une écusson Q. Au Québec aussi, chaque fois qu'il y a des manifestations anti-masques, il y a des pancartes de QAnon. La première fois que j'ai vu QAnon émerger dans la vraie vie au Canada, je suis tombé en bas de ma chaise, c'était pendant les manifestations des Gilets jaunes à Ottawa. C'était un bon petit bout, là. 2018.
J'avais jamais parlé publiquement de QAnon à la radio, quoi que Tout ce soit, était au parce que courant je voulais... tu voulais pas alimenter. C'est ça, je voulais pas écrire d'articles. Je voyais d'autres médias faire des explainers sur QAnon. J'étais comme, je veux pas donner d'oxygène à ça. Mais quand c'est entré dans la vraie vie... là, t'as pas le choix parce que quelqu'un va à une manif, voit une pancarte de QAnon, sait pas c'est quoi écrit dans Google, puis la seule information qu'il trouve, c'est du contenu associé au mouvement. Il faut que tu sois là pour les gens qui se posent des questions. Mais c'est-tu le mouvement, mettons, qui te fait le plus peur ou la conspiration qui te dit ça, c'est. Si ça continue de prendre l'ampleur, ça va devenir inquiétant. Il y a un potentiel dangereux là-dedans. Il y a déjà eu des gens qui sont rentrés avec Pizzagate, la conspiration, le papa de QAnon, disons. Ouais. Il y a quelqu'un qui est rentré avec une carabine dans la pizzeria Comet Ping Pong à Washington, D.C. pour enquêter sur le réseau satanique pédophile de Hillary Clinton. Puis heureusement, personne n'a été blessé, mais ce gars-là a réalisé par la suite que ça avait complètement pas de bon sens. Mais on en voit de plus en plus des choses comme ça, des gens que pendant la pandémie, il y a une femme à New York qui a été arrêtée en hystérie. Elle avait un couteau, elle s'en allait au port de New York pour enquêter sur le navire hôpital de l'armée américaine qui supposément servait à sortir des enfants de la fondation Hillary Clinton. Puis tu sais, elle est allée là pour enquêter. Elle s'est fait arrêter. Qu'est-ce que tu vas enquêter là? Colombo là. T'en vois plein de gens là, comme ça qui malheureusement tombent dans la spirale. C'est pas tout le monde, cela étant dit, qui vont tomber là-dedans. Là, Puis même que le niveau de mobilisation de QAnon est quand même surprenamment bas. Puis tu sais, le parallèle que je fais, c'est regarde Black Lives Matter. Ouais. Les gens, il y a un homme noir qui s'est fait abattre par la police. Ils sont pas contents, se sont mobilisés, sont descendus dans les rues. Sont encore dans les rues en ce moment. C'est un mouvement qui a un impact réel sur la vraie vie. Ils ont fait changer des règlements, un changement d'attitude aussi chez bien des gens. Il y a eu des émeutes pis tout, etc. Mais tu sais, il y a eu quand même une mobilisation. QAnon croit que des centaines de milliers d'enfants sont tués par le Parti démocrate. Puis ils sont où? Ouais. Ils sont pas dans les rues. Ils font pas... Mais il y en a eu... il y en a eu la semaine dernière et la semaine d'avant, le Save the Children, là, qui est comme une... Il commence justement à aller chercher de nouveaux auditoires en faisant supposément des manifestations contre le trafic d'enfants, mais la fondation de ça, c'est QAnon. Mais tu sais, comment est-ce que tu peux vivre avec ça? Tu penses vraiment que le gouvernement, que le Parti démocrate trafique là, des centaines de milliers d'enfants chaque jour, puis je veux dire, tout ce que tu fais, c'est poster sur le web. Il n'y a pas beaucoup de mobilisation dans la vraie vie. Ça étant dit, ça a l'air à s'en aller en augmentant. C'est ça, pour l'instant, disons, tu sais, puis tu sais, mettons, si on compare ça justement à des sectes qui en est une, finalement, pratiquement, là, tu sais, ça a le potentiel de finir mal, tu sais, des sectes qui finissent en suicide de masse où justement on prend les armes. Tu sais, mettons, ça continue de prendre l'ampleur, puis à un moment donné, Q écrit aujourd'hui, on prend les armes puis on attaque le gouvernement. Puis là, partout dans le monde, les assemblées nationales sont attaquées par du monde. Tu sais, c'est pas hors du domaine du possible. T'sais. C'est ça qui est fou, c'est que Q, c'est pas un agent secret, là. Ouais. Je m'excuse là, s'il y a des gens qui nous écoutent qui croient à ça. C'est un dude, là. mais c'est quand même c'est une personne ou un groupe de personnes, peut-être. Cette personne-là a énormément de pouvoir. Ben oui. Cette personne-là, supposons, là, au lendemain de l'élection, dit les résultats sont pas fiables. Ouais. Tu sais, c'est énormément de pouvoir pour justement des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc, quand Q écrit quelque chose, tu sais, quand il y a... le monde se font Q-bomb sur Twitter, par exemple. Si Q partage un de tes tweets, t'es fait pour la journée. Là, ferme ton compte Twitter là, parce que genre le monde vient juste dans tes mentions puis disent Q sent me, Q sent me, Q sent me. Là, ça commence les insultes. Puis genre, c'est quelqu'un qui s'opposait. Là, des fois, Q va partager un tweet pour une raison quelconque. Il va dire regardez, ils ont peur. Supposons un journaliste qui écrit un article sur QAnon. C'est comme regarde, le Deep State a peur. Le journaliste, sa vie est ruinée pour une semaine. Genre, c'est ça. Fait que tu sais. Ça, c'est un niveau de mobilisation web. C'est pas le fun, là, on s'entend. Là. Mais est-ce que ça va se traduire? C'est ça. Mais on le voit déjà. Pour le moment, le mouvement QAnon, en tout cas au Québec, au Canada, c'est greffé à d'autres mouvements. C'est pas parce qu'il y a 2-3 pancartes de QAnon dans un manif anti-masque que c'est une manif QAnon. Mais pour tomber quand même dans ça,
On s'entend que quand tu vois des manifs anti-masques, là, c'est pas nécessairement la démographie qui vont sur 8chan. Non. Non, ils vont pas là. Ouais, c'est Non, ça. même Les dangers qui tombent là-dedans sont quand même Mais faibles. là, il y avait des groupes Facebook qui étaient QAnon, puis là, ils en ont fermé des centaines. 900, je pense. Ouais. Fermer des groupes. Fait que c'était pas juste... C'était rendu sur les réseaux sociaux les plus populaires. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, il y en a encore. Là, c'est juste qu'ils sont créatifs. Ils vont plus écrire QAnon dans le monde des groupes. Ils vont trouver d'autres façons. Puis tu vas jamais réussir à toutes les trouver, là, ces groupes-là. Mais c'est ça. Puis en fait, les groupes Facebook, c'est une des raisons pourquoi ça a aussi pogné. Ce mouvement-là qui a été créé sur des forums où peu de gens vont, là, relativement. Les adhérents de QAnon, aujourd'hui, la vaste majorité, ils vont pas sur Raidcoon lire les messages. Ils vont se fier à des sites qui archivent les posts de Q. Mais il y en a même qui lisent probablement pas les posts de Q, mais sont dans la communauté parce que... Puis, même pas c'est quoi exactement, la plupart, j'imagine, là, tu sais, que... Ça ne savent même pas exactement comment ça fonctionne. Ça doit pas être la majorité qui essaie de décrypter les messages. Non, c'est juste, tu fais partie d'un mouvement qui se bat contre le mal. Tu te sens comme tu défends les enfants. Il y a de quoi d'attirant pour bien des gens de dire, personne n'est d'accord avec le trafic d'enfants, là. Fondamentalement. Donc, quand un mouvement dit, nous, on est contre le trafic d'enfants, il y a des milliers d'enfants qui sont abusés à chaque année, puis nous, on se bat contre ça. Pour bien des gens, c'est comme, oui, je veux me battre contre ça. N'importe qui de sensé voudrait se battre contre le trafic d'enfants. Puis je pense que ça explique beaucoup, en partie aussi, là, pour l'explosion de popularité dans certaines tranches de la population, surtout des mères de famille, là, c'est que ça vient chercher, vraiment, il y a quelque chose qui veut faire mal à tes enfants, il faut que tu te battes pour les protéger, là, ça vient chercher les gens, ça. Est-ce que c'est de là que ça vient, l'affaire avec Wayfair? Oui, oui. C'est né là, ouais. C'est vrai? Ah, OK. Ouais, c'était QAnon. Mais c'est ça, c'est parce que à mesure que QAnon devient de plus en plus populaire, maintenant, on voit des manifestations de ça que les gens rentrent dans la conspiration sans savoir qu'ils participent à une conspiration. Wayfair, ils ont dû faire « What the fuck, man? Qu'est-ce qui vient de se passer? » Genre, on nous accuse de trafic d'enfants. Genre, du jour au lendemain, là, on nous accuse de trafic d'enfants. Parce que, tu sais, j'ai vu plein de monde partager ça, l'histoire de Wayfair, puis c'est sûrement pas du monde qui sont activement dans les groupes. Non, exact. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'ils réussissent à aller chercher de nouveaux membres. C'est que il y a bien des gens qui vont croire à cette conspiration-là. Il y a une minorité de ces gens-là qui vont dire « OK, je vais aller voir plus loin. J'ai goûté la première dose, je vais aller voir un peu plus loin. » Est-ce que les enfants manquants sont égaux aux supposés enfants manquants? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, mettons que c'est des dizaines de milliers d'enfants qui se font trafiquer. Est-ce qu'il manque des dizaines de milliers d'enfants en Amérique du Nord? C'est que souvent, ils vont sortir des statistiques comme ça. Je connais pas les chiffres précis, mais oui, en fait, ils vont sortir des statistiques comme, on va dire, 130 000 enfants par année sont trafiqués aux États-Unis. Là, t'es comme, oh shit, il y a 130 000 enfants qui disparaissent. Sauf que ce que tu te rends compte, c'est que 98% du temps, c'est un membre de la famille. Là. C'est un beau-père qui part avec l'enfant de sa blonde. C'est ça. Là. Puis dès que quelqu'un traverse une frontière entre deux États aux États-Unis, c'est un trafic d'enfants selon la loi. T'sais. Donc, c'est pas genre le Parti démocrate qui pogne ces enfants-là. Ils les mettent dans des containers, ils envoient en Europe de l'Est. C'est littéralement pas ça, mais tu sais, c'est sûr que tu peux trouver des statistiques qui vont te faire, qui vont venir confirmer ce que tu crois, tu sais. Avant qu'on te laisse partir, admettons que, puis ça, c'est une question qu'on se pose de plus en plus parce que de plus en plus dans nos entourages, on voit des complots passer sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qu'on estime qui est proche de nous, qu'on sent qui commence à tendre vers ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis c'est pas quelque chose. Il faut que la personne veuille s'en sortir elle-même. Quelqu'un qui veut sortir de QAnon, par exemple, il y en a, c'est arrivé. Mais il faut vraiment que tu veuilles toi-même. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est premièrement, pas attaquer la personne en public sur Facebook, dans les commentaires, ou le traiter de con, ou whatever. Il faut entretenir le dialogue en privé. En personne, c'est encore mieux, mais dans le message privé. Puis c'est vraiment si c'est quelqu'un à qui tu tiens, c'est de ne pas la laisser aller. Donc, l'isolement, c'est un facteur très important dans l'adhérence aux conspirations. Si tu vois que quelqu'un commence à sombrer là-dedans, c'est justement, il ne faut pas l'unfriender, il ne faut pas la couper de sa vie. Il faut essayer d'entretenir ces relations-là. Parce que cette personne-là va avoir besoin des gens comme toi dans son entourage.
malheureusement, je sais que c'est super difficile aussi. Mm-hmm. Puis on en a entendu, on a reçu des courriels de gens que leur membre de la famille est tombé dans QAnon. Puis c'est comme, j'ai plus de conversation avec ma mère. Elle fait juste me crier après parce que je suis endormi. Puis on entend des histoires d'horreur. Là, fait que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais si possible, il faut garder les liens. Là, si cette personne-là veut s'en sortir un jour, faut qu'elle ait des gens dans son entourage qui sont là pour elle. Puis c'est pas vrai que si elle a plus d'amis qui sont pas dans QAnon ou dans les conspirations, ça sortira pas. C'est comme c'est le même phénomène avec des sectes, là, que la personne se ramasse dans une situation où tous ses amis, toute sa famille sont dans la secte, puis quand elle veut s'en sortir, elle n'a pas de ressources à l'extérieur. Donc c'est vraiment de comprendre. Essayer de comprendre plus qu'autre chose. Poser des questions, plutôt que d'arriver avec des articles qui disent « check, t'as pas rapport », la personne ne va pas écouter, ne va pas lire ton article. De toute façon, le journaliste qui a écrit l'article fait partie de la conspiration. Donc, de toute façon, c'est vraiment de poser des questions puis essayer d'éveiller ce questionnement-là à l'intérieur. Mais c'est vraiment pas évident. Honnêtement, il faut que la personne le veuille elle-même. Moi aussi, j'ai une question finale. 2 questions finales. Comment qu'on fait? C'est quoi les trucs pour s'assurer de la véracité d'une information qu'on voit sur les réseaux sociaux, mettons? Là. C'est quoi... évidemment, vérifier les sources, mais mettons, plus largement, qu'est-ce qu'on peut faire lire pour l'article au complet. Essayer de se prémunir contre ça? Il faut prendre le temps. Donc, la vitesse, c'est ça qui tue sur les réseaux sociaux. On est tous occupés, on n'a pas le temps de vérifier l'information. Moi, j'ai pas le temps de vérifier toute l'information que je lis à chaque jour. Puis c'est ma job de vérifier l'information. Donc, c'est ça. Donc, je mets 40 heures de plus que tout le monde là-dedans. Là. Donc, faut prendre le temps, honnêtement. Puis ce que j'aime dire aux gens, c'est que t'es pas obligé de partager quelque chose. Si t'es pas sûr, partage-les pas. Si c'est un post d'une personne, une photo qui vient d'une manif, puis c'est juste une photo de seule qui n'a pas d'article, puis le monde dit « regarde, qu'est-ce qui s'est passé », attends de voir. Si c'est une vraie photo, on va en parler. Là. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va en parler. Quelqu'un va enquêter sur la photo, va trouver d'où ça vient, puis il va avoir un vrai article là-dessus. Tu n'as pas besoin de partager tout de suite, même si la photo te choque, même si elle représente ton opinion, tu n'es pas obligé de partager quelque chose. Donc, prends du temps à essayer de trouver d'autres sources qui parlent de la même chose. Puis, ben, tu sais, si tu te poses des questions, tu sais, d'où est-ce qu'elle provient l'information? Comment est-ce que la personne a obtenu cette information-là? Est-ce que la personne qui raconte ça semble plausiblement avoir les compétences nécessaires pour me parler de ça? Il y a une raison pourquoi les journalistes, quand on écrit un article, on dit selon telle personne, on met son titre, selon le professeur un tel de l'université, nanana. C'est pas pour rien, là, c'est pas pour le fun, c'est qu'on attribue l'information, on explique exactement comment on l'a obtenue. On dit pas simplement il y a eu 2 morts dans un accident d'auto hier. On dit pas ça. On dit il y a eu un accident d'auto, il y a eu 2 morts selon la Sûreté du Québec ou selon le médecin traitant ou whatever. On dit tout le temps où on a obtenu notre information. C'est pas parfait, mais tu peux au moins... Quand tu peux pas répondre à ces questions-là, dans le fond, quand tu peux pas dire comment est-ce que cette personne-là a obtenu cette information-là, est-ce que cette personne-là est compétente pour dire ces choses-là, ben ça veut pas dire que c'est faux, mais ça devrait allumer des lumières et dire « wow, je vais attendre de voir, peut-être cette information-là va sortir dans un autre contexte approprié. » Souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des témoignages. Des gens disent « il est arrivé telle affaire complètement folle dans mon village ou à un membre de ma famille ». C'est pas fiable, ça. Mais si c'est vrai, souvent vont trouver une manière de... le post va avoir de l'attraction, puis là, les journalistes vont contacter la personne, puis ils vont vérifier. Puis, donc, c'est vraiment de prendre son temps. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis on n'est pas obligé de partager quelque chose instantanément. J'avais vu, en écoutant des crypteurs, justement, il y avait une méthode. Mettons, quand tu vois une photo que tu doutes de la véracité, tu peux la télécharger puis faire une recherche de cette photo-là, puis là, voir où cette photo-là a été partagée. Puis souvent, ça arrive, tu sais, telle manif à Montréal, casseur, exactement, whatever, tu sais, puis là, tu recherches, puis c'est à New York en 2002, là, tu sais. Mais des photos, c'est super facile à détourner. C'est facile à faire une recherche image inversée. Si tu as Chrome ou Firefox,
clique droit sur l'image, recherche avec Google, boum, tu vas trouver toutes les autres instances de cette photo-là. Sur mobile, c'est un peu plus compliqué. Faut que tu la télécharges, puis je pense qu'il faut que tu utilises Bing, là. Qui utilise Bing, là, sérieux? Mais leur moteur de recherche par image inversée fonctionne. Mais oui, même si tu n'as pas accès à ça, ou c'est une vidéo, tu ne sais pas trop comment la vérifier, ben utilise des mots-clés. Supposons que tu vois une photo d'une manif où un gars avec un drapeau américain se fait tirer, disons, ben écris dans Google, American flag, man, shot, puis souvent les gens vont trouver des photos ailleurs puis ils vont la republier. Donc, encore une fois, je m'attends pas à ce que tout le monde soit capable de vérifier tout. Mais si t'as pas la réponse, partage-les pas. Ouais, c'est pas besoin. Exact. Il y avait une photo d'une manif anti-masque à Montréal. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent en audio, mais dans le fond, c'était supposé être à Montréal, puis c'était supposé être où il y a le Archambault sur Sainte-Catherine, tu sais. Où il y avait le Archambault. Où il y avait le Archambault, mais tu sais, il y a comme l'espèce de grosse bannière qui dit Archambault, le gros insigne. Sauf que tu regardes sa photo, puis c'est quelque chose qui est vraiment semblable à ça, puis le mot commence par A-R-C, mais c'est genre un mot allemand, là. C'est clairement pas ici, là. La personne a juste fait genre, hey, ça, c'est Archambault. Good enough. Good enough, mais genre, on t'essaye même plus rendu. On est loin du deepfake, là. C'est Puis, mettons, dernière question. Penses-tu que c'est une problématique, mettons, des informations puis la montée du conspirationnisme qui est assez sérieuse pour que, mettons, les gouvernements fassent de quoi? Puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mettons? Ben, tu sais, juste QAnon, tu sais, l'FBI, un bureau d'FBI à Phoenix a déclaré ça comme menace terroriste potentielle aux États-Unis en partant. Puis avec toutes les ressources qui, à leur disposition, ne sont pas capables de trouver c'est qui, mettons, puis l'origine de ça? Très franchement, probablement la CIA, c'est qui. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a rien fait d'illégal. Là. Je veux dire, tu as le droit d'inventer un personnage puis de publier sur 8chan. Là. Mais honnêtement, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça me surprendrait qu'ils ne savent pas c'est qui. Là, surtout 8chan, 8kun, c'est pas des sites qui sont sécures. Puis il y a plein d'experts en sécurité informatique qui disent c'est la preuve qu'il n'est pas un agent secret parce qu'un agent secret n'utiliserait pas une plateforme aussi peu sécure que 8chan pour publier des messages secrets. Donc en partant. Donc peut-être qu'ils savent, je sais pas où est-ce que ça va mener. C'est sûr que il y a peut-être des gens qui vont faire des actes violents au nom de QAnon, mais c'est pas un groupe. C'est pas un groupe formel, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de membership, c'est pas, on n'est pas dans l'époque, c'est ça, des groupes vraiment restreints avec des listes de membres. Ça ressemble à Fight Club, mais vraiment moins organisé que Fight Club. C'est ça. Encore une fois, les films des années 90. Je vous dis, là, allez chercher vos vieux DVD des années 90, vous allez comprendre le web aujourd'hui. Mais au Québec, il y a Catherine Fournier là, qui a interpellé François Legault là, en disant, c'est les statistiques, elle disait qu'il y avait une étude, elle disait 35% des Québécois pensent que les médias traditionnels répandent des fausses nouvelles, puis 18% pensent que le coronavirus a été créé par les gouvernements pour nous contrôler. 18%, là, c'est vraiment beaucoup. Là, Puis elle dit genre, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Puis il fait comme, il répond pas, là, mais genre, est-ce qu'il peut faire de quoi? Est-ce qu'il devrait faire de quoi? Est-ce qu'il, Encore une fois, j'aime pas trop l'idée des gouvernements qui rentrent dans le contrôle d'information. Fondamentalement. C'est la raison pourquoi on n'aime pas trop aussi que les gouvernements décident qui est et qui est pas un journaliste. Ça devient une histoire, ça devient un sujet qui est énormément épineux. Généralement, les médias aiment ça s'auto-réguler de cette façon-là. Donc, comme par exemple les journalistes qui vont à la tribune de la presse au Parlement, mais c'est un groupe de médias qui décide qui a le droit d'y aller. C'est pas le gouvernement qui dit tel média a le droit. Puis d'ailleurs, il y a eu des controverses pendant la dernière élection où le gouvernement Trudeau a décidé que tel blog n'avait pas le droit d'envoyer un journaliste à leur point de presse, etc. Puis tu sais, c'est pas une bonne idée qu'un gouvernement décide qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis commence
à jouer là-dedans. Ouais. Là, c'est sûr que si les gouvernements veulent mettre en place des programmes d'éducation aux médias, par exemple, Ouais. good, parfait, donner des ressources, donner des ressources aux médias pour qu'ils puissent faire leur travail. S'ils veulent encadrer les réseaux sociaux de façon un peu plus serrée, peut-être, good. Mais vraiment de se mettre à jouer, à dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, Ce serait c'est une pente glissante. pour vrai, là. Peut-être que dans le futur, ce serait, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça en iront probablement nulle part. Fait que peut-être que l'idée, c'est de faire des cours où est-ce que tu enseignes comment décrypter Ben, les informations, comment savoir reconnaître une information qui est fausse, puis ça en jeune âge, là, tu sais, au secondaire. Tu mets secondaire 4, là, du monde qui reçoivent ce cours-là, tu sais, à savoir comment discerner les choses sur les réseaux J'ai sociaux. participé à l'élaboration d'un projet, ça s'appelle 30 secondes avant d'y croire. C'est un projet où les journalistes vont dans les écoles secondaires parler de fausses nouvelles, justement. C'est un cours d'1 heure sur tout ça. Pourquoi est-ce que la désinformation existe? Des petits trucs pour comment les repérer, mais c'est vraiment plus plutôt qu'un cours d'éducation aux médias, c'est plus une sensibilisation. Dans le fond, 30 secondes avant d'y croire, c'est parce qu'il faut prendre au moins 30 secondes avant de partager quelque chose. L'idée tantôt que je disais de prendre le temps avant de 30 secondes, c'est vraiment plus 30 long que ça peut sonner. Là. Mais 30 secondes, t'as même pas le temps de lire l'article, tu sais. C'est pour ça qu'on demande 30 secondes. Parce que si c'était 15 minutes avant d'y croire, je pense que... Des fois, tu regardes les commentaires sur l'article, puis tu te dis, t'as pas lu l'article. T'as clairement pas lu l'article Non, parce que c'est pas ça que ça dit. Là. Tu commentes sur le titre que tu vois. Là. Mais c'est ça, une idée. On a mis sur place ce projet-là il y a quelques années. On a atteint pas mal une dizaine de milliers d'élèves, je pense. Là, à cause de la pandémie, je pense que le projet est sur hold. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont professeurs de secondaire, c'est un programme qui s'adresse aux secondaires 4 et 5, donc deuxième cycle. Cool. 30 en chiffres, secondepluriel.org. Vous pouvez inscrire votre classe. On va vous matcher avec un journaliste. Quand ça sera possible. Je pense que ça sera pas pour la rentrée d'automne, là, mais on essaye. Idéalement, par contre, ça serait bien que ça fasse partie du cursus scolaire et non des journalistes volontaires qui font ça sur leur propre temps. Là, c'est une première démarche, là, mais c'est sûr qu'une éducation... L'éducation à l'information, ça fait partie d'être citoyen de nos jours. Puis savoir comment départager le vrai du faux, c'est nécessaire. Puis d'ici là, on écoute des crypteurs, puis ça va nous aider un peu à comprendre tout ça. All right, okay. Merci beaucoup. Merci. Hein? Yes. Yeah. Puis je suis désolé pour les commentaires. On s'y attend. On s'y attend. À chaque fois qu'on parle de ces choses-là, man, et on tombe dans des niches. Puis il arrive en gang. Hein? Ouais. Parce qu'à un moment donné, on lance le podcast. Mettons le podcast, c'est que le pharmacien, on adressait un petit peu le 5G, puis on l'a mis dans le titre. T'sais. Fait qu'au début, c'est juste comme, hey, bonne conversation, les gars, avec Olivier, super intéressant. Puis là, man, une semaine et demie plus tard, on reçoit des notifications là, comme de l'eau, de monde qui font, vous êtes des crises de moutons, puis ça va arriver. Dans le même après-midi, il y en a 5-6 qui sont arrivés. Fait que, clairement, ils se sont passés le mot quelque part, puis il a dit à qui on les attaque, go. Mettez QAnon dans le titre. Non, c'est ça, on va en voir. Yes. Merci beaucoup. Yes.